Salam alaikum, reposez vos télécommandes. Le foot, ce n'est pas que la Ligue des champions d'Europe, c'est aussi Dzaïr Rio, le foot algérien, le foot au Brésil, en Coupe du Monde. Tout ce que vous voulez savoir sur la sélection algérienne et la préparation des Fennecs en Coupe du Monde, c'est dans Dzaïr Rio. Tout de suite, le sommaire. Dzaïr Rio prend l'accent british. Walid Bsoul était à Watford cette semaine à la rencontre de Saïd Belkalem. Watford, ville de culture et de sport dans un melting pot multiculturel, carte postale dans cette émission. Il s'en éloigne mais espère encore être au mondial. Abdelrahman Hashoud, un des meilleurs arrière-droits du championnat algérien, est dans l'antichambre de l'équipe nationale cette semaine. L'interview rétro de Dzaïr Rio est consacrée à l'icône incontestable du football algérien. Walid Bsoul a tendu le micro de Dzaïr Rio à l'Akhdar Belloumi. L'invité de ce mercredi est un citoyen du monde du football. Europe, Asie et Afrique, aucun continent n'a de secret pour lui. Philippe Troussier est sur le plateau de Dzaïr Rio. La magie du sorcier blanc opéra-t-elle en Algérie? La réponse peut être ce soir. Ne bougez pas, le décollage, c'est tout de suite. Madame, mademoiselle, monsieur, bonsoir. Dzaïr Rio, comme 2 fois par mois sur votre chaîne préférée, Dzaïr TV, bien évidemment. On parlera comme chaque mercredi du mois, ou 2 fois par mois, vous connaissez votre rendez-vous sur la préparation de l'équipe. Et bien sûr, on jettera un coup d'œil sur un joueur en particulier. Vous l'avez vu dans le sommaire, on a choisi cette semaine Saïd Belkalem, le défenseur du Football Club de Watford en première division anglaise, qui cherche lui une place de titulaire ou au moins une place dans les 23 en tant que défenseur central. Et puis vous l'avez bien sûr vu dans le sommaire avec un tonnerre, s'il vous plaît, d'applaudissements au sorcier blanc qui est ce soir présent sur le plateau de Dzaïr Rio. Philippe Troussier, merci d'avoir accepté notre invitation. C'est un réel honneur et plaisir de vous recevoir ce soir. Le plaisir est pour moi d'ailleurs. D'abord, je suis honoré par cette invitation. C'est une occasion pour moi de parler de football et, comme je l'ai bien compris, de parler plus particulièrement du football algérien. Donc c'est un grand plaisir d'être parmi vous ce soir. Pas grosse différence de température. Rabat, Alger, c'est à peu près le même climat? Oui, je pense qu'on peut dire que c'est le même climat. Entre-temps, je suis passé par Paris parce que je suis toujours un grand voyageur. Donc de toute façon, j'ai une grande capacité à m'adapter aux différences de température, par exemple. De température. Et justement, le principe et le concept même de l'émission, c'est le voyage. Et vous allez nous faire voyager ce soir. En face de vous, le consultant de Dzaïr Rio, Mohamed Benhamou, mon ami Mohamed Benhamou, qui est avec nous ce soir et qui revient pour ce nouvel épisode de Dzaïr Rio. Mohamed, bonsoir. Merci d'être là ce soir. Merci à toi, bonsoir Riyad, bonsoir à tous. Donc, très content d'être là. Alors, ceux qui vont essayer de poser plus de questions que moi ce soir, ils sont là. C'est nos confrères et mes confrères. Tout d'abord, du Buteur, rédacteur en chef adjoint du journal Le Buteur. Qu'est-ce que je dois dire? Le journal le plus lu, le plus vendu, le plus... Allez-y, aidez-moi. Farid Aït Saada est avec nous ce soir. Bonsoir Farid. Tout simplement le leader de la presse sportive. Bonsoir Riyad pour cette nouvelle escale. On se rapproche de Rio, c'est dans quelques semaines. Et encore très heureux d'être parmi vous. Quelques semaines, on ne parle plus de moi, quelques semaines, tout à fait Farid, avec en face de vous, Mehdi Dahak, dzfoot.com, lui aussi, tout ce que vous voulez savoir sur le foot algérien, sur la sélection, sur les Algériens de l'étranger notamment. Mehdi, comme pratiquement à chaque émission, est avec nous. Mehdi, merci d'être là ce soir. Merci. Alors, Philippe Troussier, avant qu'on rentre dans le vif du sujet, ce soir, et notamment le football asiatique, puisque vous avez tenté des expériences, on l'a vu, et on va le voir dans le sujet signé Amin Thierman dans quelques instants. Vous avez d'abord sillonné l'Afrique de bout en bout, hein, c'est le cas de le dire, de sud jusqu'au nord, ou alors dans le sens inverse, je vais dire du sud vers le nord, où vous avez commencé Plutôt du nord vers le sud. Voilà, du nord vers le sud.
Et vous avez également tenté avec brio une aventure, une longue et belle aventure en Asie. Le portrait, si vous ne le connaissez pas, et il n'y en a pas beaucoup qui ne connaissent pas Philippe Troussier, ce portrait du sorcier blanc signé Ami Thierman. Philippe Troussier, le plus africain des Français, un entraîneur qui a consacré la majeure partie de sa carrière à l'Afrique. De l'Afrique du Sud au Maroc, il a sillonné tout le continent africain avec différents clubs et sélections qu'il a eu à diriger. Pourtant, c'est en France, son pays natal, que Troussier entame sa carrière d'entraîneur après avoir mis un terme à son parcours de joueur. Mais c'est en Afrique qu'il connaît ses premières sensations. En Côte d'Ivoire, il prend les rênes de l'ASEC Mimosa. Et c'est là que son parcours de globetrotter débute par un long passage en Côte d'Ivoire. Il remporte 3 titres de champion, 3 saisons consécutives, mais il réalise aussi le record de 105 matchs d'invincibilité. C'était de 1990 à 1993, des succès qui lui offrent les clés de la sélection des éléphants. Philippe Troussier découvre alors les rouages du football africain. Il part en aventure en Afrique du Sud chez les Kaiser Chiefs, puis au Maroc au Fils de Rabat, où il remporte encore la Coupe du Roi. En 1997, la carrière de Philippe Troussier change de dimension. Il est sélectionneur d'une équipe d'envergure, le Nigeria de Okocha et Kano. Il emmène les Super Eagles à la Coupe du Monde 98, mais il ne sera pas sur le banc des Nigérians. Il est remplacé par le Serbe Bora Milutinovic. Et c'est le pays de Madiba qui va réparer cet impair. Il fera son baptême de feu en phase finale de Coupe du Monde chez les Bafana Bafana. Quelques mois avant cela, Troussier partira alors se venger au Burkina Faso. À Ouagadougou, il laissera aussi son empreinte. Il qualifie les étalons en demi-finale de la CAN 98. C'était une première pour le Burkina. Cela augmente la cote du Français qui va finalement disputer sa première Coupe du Monde avec l'Afrique du Sud chez lui en France. La légende du sorcier blanc était née. La carte de visite du Français devient dès lors incontournable en Afrique. Son caractère autoritaire fait de lui un des meilleurs entraîneurs du continent. Mais alors qu'on l'attendait dans une autre sélection africaine, Troussier décide de quitter le continent noir et s'envole pour l'Asie, où il vivra ses premières expériences au Japon, mais surtout disputera sa deuxième Coupe du Monde. Un moment fort dans sa carrière, puisque le mondial est co-organisé par le pays du soleil levant, qui n'avait alors qu'une seule participation à une phase finale de Coupe du Monde. L'enjeu est de taille pour le sorcier qui va tout de même sortir sa baguette et qualifier l'équipe nippone à un deuxième tour historique pour le pays de Nakata. 4 ans au Japon ponctués par des consécrations en Coupe d'Asie et un 8e de finale en Coupe du Monde 2002 suffiront pour faire de Troussier un entraîneur de renommée mondiale. Après un bref passage au Qatar, le sorcier blanc va quitter l'Asie et retourner enfin en France. Parisien de naissance, Philippe Troussier est plutôt convoité par le rival marseillais en 2005. Mais au bout de 6 mois, son contrat avec les Phocéens est résilié. L'OM est 5e de la Liga, mais la relation entre l'entraîneur et certains joueurs précipite son départ pour un retour chez lui, en Afrique, avec un nouveau départ en 2006 chez les Lions de l'Atlas. Mais Troussier ne va pas faire long feu au royaume du Maroc. Depuis, Troussier aura tenté plein d'expériences dans des clubs japonais et chinois. Son nom reste une référence en Afrique, notamment en Côte d'Ivoire, au Maroc et l'Algérie. Son retour en Afrique est très envisageable, lui qui est adopté par le continent africain. Doté d'une nationalité ivoirienne, Troussier a même embrassé la religion musulmane depuis qu'il vivait au Maroc. Cependant, à 59 ans, le plus africain des Français n'a pas encore exercé chez nous. À présent, la magie du sorcier blanc pourrait-elle opérer en Algérie? La réponse, vous l'avez peut-être déjà, monsieur Troussier. Celle-là, je m'y attendais. Alors, Philippe Troussier, est-ce que votre magie peut opérer en Algérie? Est-ce que vous y avez déjà pensé? Comme vous avez pu le voir, ma destinée, elle me porte finalement. Et on ne sait pas trop où nous emmène notre destinée. Donc, en ce qui concerne mon futur, il est lié à plein d'événements. Donc aujourd'hui, je suis chez vous pour assister et j'espère de parler, de débattre sur plein de choses concernant l'équipe nationale de football. Mais à l'heure où on se parle, si vous me posez la question, est-ce que j'aurai un jour la possibilité d'entraîner une grande nation de football comme l'Algérie, c'est une hypothèse que je ne peux pas écarter, bien évidemment. Mais à l'heure où on se parle, on est bien évidemment, la situation n'est pas du tout dans ce sens. En fait, la question de Lamine Thierman est beaucoup plus subtile que celle-là. C'est vrai qu'il n'y a rien de concret ou de discussion aboutie ou pas, mais c'est votre sensation. Vous êtes, et on l'a vu dans le sujet, et les téléspectateurs de Zaïre l'ont vu, vous êtes vraiment un globe-trotteur du football. On l'a vu, par exemple, au Japon, où vous ne parliez pas du tout le japonais, où vous avez pu réussir 2 exploits extraordinaires pour ce magnifique pays qu'est le Japon, c'est-à-dire
qualifier la sélection japonaise pour un deuxième tour de phase finale de Coupe du Monde et remporter le titre en Asie sans parler la langue. Ça veut dire que vous êtes un des rares techniciens au monde qui parlait la langue du football. Et elle est simple. Quand on dit la langue du football est simple, ça peut paraître facile comme ça, mais ce n'est pas évident pour tout le monde de s'adapter là où il s'installe. Est-ce que vous avez ce feeling, cette sensation de pouvoir vivre et faire évoluer une sélection d'Algérie, un pays qui respire le football? Dans l'absolu. Oui, bon, c'est mon métier. Hein. Je suis entraîneur professionnel depuis maintenant plus de 25 ans. Donc j'ai eu la chance d'avoir une grande expérience en Afrique, comme vous l'avez justement souligné, avec 5-6 fédérations différentes. D'ailleurs, j'ai travaillé dans 10 pays différents. J'ai eu la chance de faire 2 Coupes du Monde, des Coupes d'Asie, des Coupes d'Afrique. J'ai même fait la Copa América. J'ai même fait les Jeux Olympiques, des Coupes du Monde junior, plus de 200 matchs internationaux. Donc, ces conditions. Finaliste de la Coupe du Monde junior, il faut le rappeler. Finaliste de la Coupe, vice-champion du monde 99 contre l'Espagne. Donc, si vous voulez, tous ces éléments-là font qu'aujourd'hui, je suis potentiellement un entraîneur qui possède une certaine expérience. J'arrive maintenant à 59 ans. Donc, je suis effectivement en mesure de pouvoir maîtriser un certain nombre de domaines, même si dans le football, on ne maîtrise pas tout. Mais disons que j'ai maintenant une certaine expérience qui fait que je peux être un candidat potentiel pour n'importe quel projet d'avenir, bien évidemment. 59 ans, c'est jeune hein, pour un entraîneur, pour un sélectionneur, pour un technicien. Je ne vais pas vous faire offense si je vous dis que vous n'avez pas eu une aussi belle carrière de footballeur que vous l'avez eu en tant que technicien, entraîneur et sélectionneur. Est-ce que, après tout ce parcours, vous êtes blasé, carbonisé, ou alors vous avez encore de l'énergie et d'autres défis que vous allez aller chercher? Non, je dirais qu'on a différentes étapes d'évolution dans la carrière. Je pense que c'est valable pour tous les métiers finalement. Donc c'est vrai qu'en évoluant avec l'âge, on prend un peu plus de recul, on possède un peu plus de moyens de pouvoir communiquer, on va peut-être aussi plus à l'essentiel. On est aussi beaucoup plus simple. Je regarde un peu la façon dont je dirigeais mes sélections il y a quelques années et je m'aperçois que finalement on va vers la simplicité, on va vers l'efficacité, on va vers l'optimisation. Et voilà, donc je pense que mon métier, je le verrai maintenant beaucoup plus différemment que je le voyais quand j'étais jeune, avec beaucoup d'énergie, beaucoup d'enthousiasme. Je pense qu'aujourd'hui, j'ai beaucoup plus de recul. Je pense que j'ai la capacité aussi à déléguer plus facilement certaines fonctions de ce grand métier d'entraîneur, sélectionneur, où il faut être au courant de tout, à l'image on parlait tout à l'heure des informations que l'on doit puiser, ne serait-ce que pour savoir où en sont les joueurs, parce que quand on parle de sélection, on parle du potentiel qui doit être prêt au bon moment. Et il faut faire le choix du joueur au bon moment. Et donc, on a besoin effectivement d'avoir un certain nombre d'informations. Donc, la sélection, ce n'est pas un entraîneur qui dort chez lui, c'est un entraîneur qui est à l'écoute, qui suit ses joueurs et qui doit être capable justement d'en tirer la quintessence et surtout de sélectionner le bon joueur au bon moment pour le match important. Farid Saad. Vous refusez de vous exprimer sur l'avenir. L'avenir, c'est un monde ouvert. Mais on va revenir un peu vers un passé très récent, en 2011. On vous avait interviewé à l'heure où il y avait une discussion pour la désignation d'un nouveau sélectionneur en Algérie. Vous parlez du buteur, bien évidemment. Oui, le buteur, oui. Vous aviez rencontré M. Rawraoua au Qatar et vous avez dit que c'était juste un échange de discussion. Vous ne pouvez pas vous prononcer parce qu'à l'époque, il y avait un entraîneur en place, c'était Abdelhak Benchika. Mais donc, vous posez comme un candidat sérieux pour la succession de cet entraîneur. Pourquoi n'était-ce pas vous qui avez été désigné, que c'était Vaïd Ali Louzic qui avait pris le poste? Tout simplement parce que je n'étais pas libre. Je n'ai pas rencontré M. Mohamed Rawraoua, je l'ai eu au téléphone. Donc, je pense que tout le monde le sait. J'entretiens depuis 2002 une relation, je dirais, plus qu'intime avec le président Mohamed Rawraoua, très amical, oui, bien sûr plus amical. C'est quelqu'un que je respecte beaucoup. Je pense qu'il a beaucoup d'estime pour moi et qu'il y a eu effectivement des possibilités de se rapprocher, pas en 2011, mais surtout juste après la Coupe du Monde 2002, quand le président Rawraoua avait été une première fois président de la fédération. Ensuite, il y a eu une éclipse. Et d'ailleurs, il s'était déplacé avec le président de la Ligue. Il s'était déplacé carrément au Maroc, chez moi, à mon domicile. Et donc, à l'époque, ça ne s'était pas fait. Mais j'ai toujours gardé des relations très respectueuses avec le président. Et c'est vrai qu'avant de prendre Vaïd, il m'a téléphoné pour me demander si
j'étais en position de me mettre candidat sur un poste qui viendrait à se libérer. Mais à cette époque, je n'étais pas libre, j'étais engagé dans un club chinois et donc la seule raison valable, c'est que je n'étais pas libre et d'ailleurs, je me revois encore lui envoyer un message pour lui dire merci de cet honneur que vous me faites, mais malheureusement, je ne pourrai répondre à cette sollicitation. Vous avez des regrets? Non, je n'ai pas de regrets parce que je suis quelqu'un aussi de fidèle dans les projets que je m'engage. Donc à l'époque, j'étais engagé. Parce que nous sommes engagés toujours dans des missions qui nécessitent beaucoup d'énergie, beaucoup de concentration, beaucoup de motivation. Et donc, le fait d'être sollicité, c'était pour moi un grand honneur, parce que c'est toujours une marque je dirais, d'estime, etc. Et surtout venant de l'Algérie, qui est engagée toujours dans des grandes compétitions. Mais je n'ai pas de regrets, parce que je pars du principe que c'est comme ça, c'est ma destinée. Non, je parle de regrets, non pas par rapport, parce que vous avez accepté de continuer avec une équipe avec laquelle vous étiez engagé, mais un regret d'avoir raté une belle opportunité. Surtout que tous les entraîneurs qui ont exercé en Afrique disent rêver d'entraîner l'Algérie. Oui. Oui, l'équipe algérienne a toujours été composée de joueurs de très très haut niveau. En tout cas, si on devait les juger sur leur performance, ne serait-ce que dans les clubs, et particulièrement dans les clubs européens. Mais on a toujours été un peu dubitatif sur la performance de l'équipe nationale. On était en attente, je me souviens de cette période des années 90, on était à part le titre de champion d'Afrique en 90, c'est vrai qu'il y a eu une période où on s'attendait à avoir des trophées plus importants et finalement l'Algérie n'a jamais été au rendez-vous finalement de l'attente des supporters. Donc c'est vrai que l'idée de se dire qu'on peut mettre cette équipe dans le bon sens, l'idée de pouvoir manager cette équipe nationale algérienne, oui, ça reste pour moi une possibilité, une ambition que beaucoup d'entraîneurs partageraient d'ailleurs. Peut-être une question un peu plus d'actualité. Est-ce qu'on vous a fait visiter le Clairefontaine algérien, on va dire, qu'on appelle Sidi Moussa? Est-ce que vous l'avez visité récemment? Non, je ne l'ai pas, mais on m'en a beaucoup parlé. D'accord. Je sais, d'ailleurs... Parce qu'il semble qu'il y ait une opération porte ouverte actuellement. On a parlé de Christian Gourcuff qui a visité récemment les installations. Oui, mais je dirais c'est un outil de travail, tout simplement. Indispensable? C'est un outil indispensable parce que je crois à l'identité de l'équipe nationale. Elle doit absolument s'identifier à un lieu. Les joueurs doivent aussi y trouver leur repère. Et donc, c'est très important de se sentir chez soi. Donc, l'idée de créer un Clairefontaine, parce que pour reprendre l'exemple, je pense que c'est un élément important, mais pas simplement au niveau d'une équipe nationale. C'est l'identité que chaque club doit posséder pour justement arriver à rassembler l'énergie autour de ses supporters, ne serait-ce qu'autour de ses supporters. Mais c'est un élément important et je sais que ce Clairefontaine algérien est un élément de solidité du projet bien mené par le président Raouraoua. Je vous promets, on vous organisera une visite. En tout cas, on va revenir au débat et également au projet de Philippe Troussier, qui est libre pour l'instant de tout engagement. Il faut le dire très haut, vous êtes libre. Non, ce n'est pas une revendication, je ne vais pas me faire votre avocat. C'est rare. C'est une réalité. C'est rare que vous soyez libre. Mais c'est un choix d'être libre, comme c'est un choix d'être, on me dit souvent que je travaille à l'étranger, c'est un choix aussi, un choix de vie que de rechercher des projets internationaux. Et comme c'est un choix également de me mettre en position de stand-by, non pas pour tourner autour des clubs ou des équipes nationales, mais c'est un choix qui correspond, je dirais, à une période où je souhaite me faire le point avec moi-même, régler des problèmes de famille, etc. Donc c'est un choix. On parlera de vos choix et comment vous plongez dans un projet ou dans une aventure. Qu'est-ce qui détermine justement vos choix? Également, comment vous arrivez à gérer votre vie personnelle, parce que vous avez une famille également, et vos choix professionnels qui vous emmènent quelquefois à des milliers de kilomètres de chez vous. Mesdames, Messieurs, on va revenir justement ce soir à Dzeid Rio. On va faire le tour de l'actualité des sélections qui font justement la préparation de cette Coupe du Monde, les infrastructures et tout ce qui tourne autour de Rio et du Brésil 2014 avec le carnet du mondial signé Khadija Khadaoui. On débutera ce nouveau carnet mondial par les propos du président de la Fédération internationale de football, Joseph Blatter,
qui a évoqué le sujet de l'organisation du Brésil de la prochaine Coupe du Monde lors d'une conférence de presse en Costa Rica. Le Suisse s'est montré confiant quant à la possibilité du Brésil à organiser un mondial de football extraordinaire malgré les retards pris dans la construction des stades. Pour la première fois lors d'une Coupe du Monde, les arbitres bénéficieront de la technologie sur la ligne de but. Une assistance vidéo sera bien effective à l'occasion de ce mondial. En effet, la FIFA a décidé de se doter de cette technologie pour ne plus revivre un scénario semblable au quart de finale entre l'Allemagne et l'Angleterre lors de la précédente édition en Afrique du Sud où Lampard s'est vu refuser un but pourtant plus que valable. Concernant la vente des billets, la FIFA a annoncé que 2,57 millions d'unités ont déjà trouvé preneur lors de la première phase qui s'est achevée mardi dernier. Une deuxième opération aura lieu le 15 avril sur le site de la FIFA pour les acheteurs de dernière minute. Aux Pays-Bas, les Diables Rouges ont reçu un coup terrible avant le grand rendez-vous mondial suite à la blessure de Christian Benteke. L'attaquant belge sera indisponible 6 mois et manquera officiellement le mondial brésilien en raison d'une rupture du tendon d'Achille lors d'un entraînement avec son club Aston Villa. Quant au deuxième adversaire des Verts au Brésil, la composition de l'équipe sud-coréenne est quasiment définie à seulement 2 mois de la Coupe du Monde, d'après son sélectionneur national Hong Myung-bo. Hong a précisé que lui et ses adjoints ont gardé un œil attentif sur la forme des joueurs. Ils sont arrivés à choisir l'équipe adéquate, qui est définitive à 90%. En Russie, tout semble rentrer dans l'ordre puisque la FIFA a décliné la proposition des sénateurs américains d'exclure la Russie de la Coupe du Monde 2014 en raison de son annexion de la Crimée. Le secrétaire général de l'organisation, Jérôme Falquet, a déclaré que la FIFA a refusé catégoriquement de priver la Russie du mondial et que la politique ne doit pas nuire aux compétitions sportives. Les équipes nationales ne sont pas responsables des démarches des hommes politiques. Pour la Coupe du Monde de juin prochain, Wayne Rooney et ses coéquipiers arborant un nouveau maillot conçu par le fabricant américain Nike. Une nouveauté pour l'équipe d'Angleterre qui était auparavant habillée par l'équipementier Ambro. Cependant, le prix du nouveau maillot, qui a atteint les 110 €, est jugé exorbitant par les fans de l'équipe nationale, et même pour le Premier ministre David Cameron qui a raillé le camp des protestataires contre le prix affiché de la nouvelle tenue des Anglais. Voilà donc, vous avez vu le tour de l'actualité du moment autour de cette Coupe du Monde, notamment bien sûr les préparations et de la Russie qui restent bien évidemment plus que jamais dans ce groupe H et nous allons affronter pour la deuxième fois une sélection drivée par Fabio Capello, l'homme des 3 Scudetto. Le 4e, je crois qu'il a été enlevé pour cause de matchs truqués, si je ne me trompe pas. Il a été aussi champion avec Milan AC, il a été champion avec la Juventus. Il a été champion avec le Real Madrid. Oui. Non, mais c'est quelqu'un qui a Je comptais les Scudetto chez lui nous en Italie. Champion avec l'AS Roma. Avec 3 Scudetto et un 4e, je crois, qui a été retiré pour la Juve, si je ne me trompe pas, Mehdi. Avec l'affaire Maggio. Des matchs truqués. Voilà, mais on va surtout s'intéresser, on l'a vu dans le sujet, une équipe coréenne qui est à 90% arrêtée, je le rappelle, hein, que c'est peut-être la sélection qui a commencé sa préparation le plus tôt, c'est-à-dire décembre-janvier, c'était en Amérique du Nord. Non, bien avant. Après sa qualification, au mois de septembre, elle a commencé des stages. Parce que cette équipe est composée à 90% de joueurs locaux. Donc, ils sont en regroupement permanent. Chaque mois, ils disputent au moins 1 ou 2 matchs de préparation. Le doigt levé du sorcier blanc. À qui je vais donner la parole tout de suite après. Ils jouent surtout aux États-Unis d'Amérique parce que là, ils trouvent des sparring partners. Mais c'est le fait. Ils ont joué en Californie, contre le Costa Rica. C'est le fait d'avoir une composante à dominante locale. C'est le fait d'avoir une composante à dominante locale qui fait que l'entraîneur a cette liberté de faire des regroupements. Il y avait un autre choix s'ils avaient parlé du climat qui serait un peu plus ou moins pareil au moment de la Coupe du Monde. Oui. Mais c'est une équipe qui a disputé un nombre important de matchs amicaux. Peut-être que M. Troussier Philippe Troussier. Non, je voulais juste ajouter que c'est vrai que la tournée s'est faite avec des joueurs locaux, mais il faut quand même préciser que 80% de l'équipe nationale coréenne, ce sont des joueurs qui évoluent à l'extérieur de la Corée. Je parle de ceux qui évoluent au Japon. Je parle de ceux qui évoluent en Europe, notamment en Allemagne, en Angleterre, et puis certains qui évoluent aussi en Chine. Et effectivement, il y a des joueurs locaux.
mais ils sont de l'ordre de 10 à 20%. En revanche, le fait de dire qu'ils sont capables d'aligner une équipe locale en alignant les mêmes performances, ça je veux bien le croire, parce que le football asiatique n'est pas un football d'individualité, mais c'est un football lié à la discipline tactique, lié à une mécanique où chacun a un travail à faire. Et effectivement, on peut dire que l'équipe nationale coréenne, il y a une cinquantaine de joueurs qui sont capables d'être alignés pour obtenir des résultats. Donc c'est dans cet esprit-là qu'effectivement, ils sont capables, eux, de faire des tournées, ne serait-ce que pour huiler la machine, huiler un certain nombre d'organisations autour de l'équipe nationale, et puis effectivement permettre à un staff de travailler à l'étranger justement pour se préparer à la Coupe du Monde. Toutes les petites choses, tous les petits détails concernant la logistique, le vivre ensemble, l'organisation autour des joueurs, effectivement c'est une façon pour eux de pouvoir bien la préparer. Parce qu'une Coupe du Monde, c'est bien sûr des matchs, mais c'est surtout un vivre ensemble, c'est une organisation pour créer un engouement, pour pas empêcher que les joueurs puissent s'ennuyer. C'est toute une organisation très importante qu'il faut tenir compte et ne pas oublier que la Corée du Sud en sera à sa 6e participation d'un mondial. Ça veut dire que le maillot, il est lourd. Le maillot a déjà été traîné un petit peu dans le monde entier et ce n'est pas une petite nation du foot en ce qui concerne en tout cas l'expérience de la Coupe du Monde. Ça, c'est l'étape psychologique, vous le dites, ils ont une grosse responsabilité. Vous qui avez entraîné l'équipe du Japon, une grande culture, un petit pays mais un grand pays d'Asie, 4 ans, vous avez eu le temps de connaître la mentalité, la culture et surtout la philosophie japonaise. On dit qu'elle est très différente du reste des pays limitrophes. La Corée, on sait que c'est un pays où les gens notamment sont très portés sur la fibre patriotique. C'est des gens, quand on se balade, j'ai discuté avec des journalistes de la chaîne qui ont visité Séoul, on exhibe très fièrement le produit national, que ce soit de consommation, les véhicules. Et c'est pareil pour le football, même si ce n'est pas le sport numéro 1, je crois que c'est le baseball qui est le sport numéro 1. Qu'est-ce qui caractérise le football asiatique? Quand on pose la question, par exemple, à nos internationaux, les journalistes l'ont souvent posé, on dit ça va très vite, c'est des joueurs très disciplinés, très rapides, et ça s'arrête là. Quelle est la façon de jouer? Quelle est la définition pour vous du football asiatique? C'est marrant ce que vous dites, parce que moi-même, quand j'entraînais le Japon, on avait tendance à dire que mes joueurs étaient très rapides. Mais non, ils ne sont pas plus rapides en termes de vitesse gestuelle que n'importe quel autre professionnel du monde du football. C'est simplement l'utilisation du ballon qui est beaucoup plus rapide. Le transit entre les joueurs se fait beaucoup plus rapidement. C'est le ballon qui roule vite. C'est le ballon qui roule vite et les joueurs sont, comme si je devais le caractériser, c'est justement la capacité, je dirais, à jouer un ballon avec 11 joueurs de façon stratégique, efficace, et que le ballon circule rapidement d'une zone à une autre. Et c'est ce qui fait qu'on a le sentiment que les joueurs vont vite. Mais comme les joueurs sont en déplacement avant de recevoir, et donc c'est ce qui explique que le ballon circule très rapidement sur des joueurs qui sont bien lancés. en place. Voilà. Donc il n'y a pas cette notion, je dirais, de l'exploit de l'individu qui fait que la situation va se découvrir. Je dirais que 70% de la problématique est réglée par le collectif. Donc une grande discipline, une grande solidarité, une grande communication, ils jouent ensemble, ils automatisent des mouvements qui sont répétitifs dans le temps, ils sont physiquement capables de faire des efforts importants, et comme vous le disiez, ils sont portés par cette fibre, oui, patriotique, il faut bien le dire, patriotique, donc on va parler d'unité à faire des efforts ensemble. C'est pas du tout négatif, hein. Ça peut même être un argument pour un sélectionneur. Non, mais je dis, quand je parle d'unité, c'est dans le sens positif du terme, c'est-à-dire être capable, ensemble, de regarder le ballon au même moment ensemble, donc 22 yeux qui regardent le ballon. Il y a vraiment une concentration de l'énergie sur ce ballon qu'on fait circuler à 11 joueurs. Et c'est pas facile de faire circuler un ballon avec 11 joueurs pour justement amener de la vitesse. Vous avez pris du plaisir à coacher Oui, parce que 80% si vous voulez, du travail d'un entraîneur, c'est justement d'être à l'image d'un chef d'orchestre et de pouvoir mettre en musique ces musiciens qui sont tous différents en ce qui concerne l'utilisation d'un instrument, et d'arriver à créer un tempo, une harmonie pour qu'ils puissent s'en sortir une symphonie où les spectateurs seront heureux de l'écouter. Donc c'est un peu dans cet esprit-là qu'il faudrait comparer le football asiatique, et non pas d'avoir des solistes comme ça qui sortent et qui pourraient éventuellement
contrecarrer l'harmonie. Il y a une culture du travail. On insiste souvent sur ça. Il y a une culture du travail qu'ils ont. Donc on n'insiste pas beaucoup sur. On n'a pas besoin beaucoup d'insister sur le joueur pour qu'il s'imprègne de ça. Et j'avais peut-être une question par rapport à ça. Le joueur européen ou le joueur, on va dire, méditerranéen est très sensible aux questions d'ego. Comment est-ce qu'on gère ça Alors, ils n'ont pas l'ego parce que ce n'est pas possible. On dit d'ailleurs que quand un Japonais ou un Asiatique lève un peu la tête, on lui tape sur la tête pour qu'il se mette au niveau de tout le monde. Vous n'allez jamais voir en Asie, par exemple, on a tendance à caractériser par exemple un chef d'entreprise, quelqu'un de très grand qui parle fort, qui frappe la porte quand il rentre et qui est capable de prendre une décision devant son board, devant son bureau. Ça, c'est pas possible. Ils ne sont pas sanguins. Même un joueur Non, comme Nakata, ça veut dire qu'ils ont, et comme on le voit, on voit de nombreux films asiatiques et on voit que c'est très violent. Mais ils ont la capacité je dirais, Canaliser. à se maîtriser, à retenir. Parce qu'on parlait du Japon, mais ce sont des pays qui sont effectivement très petits. En prenant l'exemple du Japon, c'est 120 millions d'habitants sur une île où que 30% de la surface est habitable, et en sachant qu'il y a 1000 secousses Tellurique. par an. Il y a des typhons, et parfois les Coréens du Nord envoient des missiles au-dessus de leur île. Donc vous pouvez imaginer que c'est un pays qui doit être absolument discipliné pour pouvoir s'organiser. Et d'ailleurs, je prends souvent l'exemple que je compare souvent avec la France, c'est-à-dire que quand vous avez une attente au bus, vous avez une file qui peut faire 1 kilomètre, et en 1 heure, la file, elle passe. En France, vous êtes 10 personnes qui attendent le bus, il n'y en a pas un qui monte dans le bus. Donc c'est une façon... Venez voir chez nous, vous allez voir. Voilà. C'est beaucoup. J'ai voulu prendre l'exemple de l'Algérie, mais je n'ai pas osé. Mais si vous voulez, c'est une forme de discipline sociale, collective, maintenant elle devient culturelle. C'est-à-dire que l'individu passe avant le collectif. Disons qu'il y a un code social qui fait que quand on doit être investi à donner sa personne au moins à 60%. Donc, avant de penser à soi-même, avant de penser égo, on doit partager une bonne partie de sa personnalité au service de son partenaire, au service d'autrui. Et donc ça, c'est effectivement très développé. Et donc quand on est entraîneur, je vous assure que c'est un gain de travail que d'avoir des joueurs qui sont déjà disciplinés, qui vous respectent, qui sont à l'écoute et qui vont exécuter exactement ce que vous attendez. Je pense que ça doit être un plaisir de gérer une équipe comme ça. Et c'est vrai qu'on sous-estime un petit peu cette équipe de Corée du Sud. Mais je pense que l'évolution à l'espace de 10 ans, c'est vrai qu'il y a eu l'organisation de la Coupe du Monde. Entre-temps, c'est vrai qu'on parle de groupe, mais malgré ça, c'est vrai que chaque individu est à disposition de l'équipe. Mais maintenant, on commence à voir des Coréens à exporter, partir en Allemagne, dans un gros championnat, en Angleterre. Et on voit que c'est des joueurs de qualité, et voilà, qui ont une personnalité, qui ont un statut, mais qui mettent à disposition, comme tu disais Philippe, à disposition de l'équipe nationale. Et c'est ce qui fait leur qualité. En marge du tirage au sort de la Coupe du Monde, j'ai eu un petit aparté avec le manager de la sélection sud-coréenne. Je lui ai dit, mais comment vous pouvez prendre beaucoup de joueurs locaux pour des stages en dehors des stages des dates FIFA, alors qu'ils savent, la majorité, ils savent, parce qu'ils prennent toujours 30-35 joueurs, qu'ils ne vont pas partir à la Coupe du Monde. Et bien, il m'a répondu, il a dit la même chose, c'est que eux, ils ont le sens de l'abnégation. Du devoir. Voilà, ils savent qu'ils sont là, ils essayent de gagner leur place parce que les professionnels d'Europe ont acquis leur place, sauf l'ancien joueur là, de Manchester United qui refuse de revenir. Park Kim-sung, voilà. Donc le seul qui refuse de revenir, mais les autres, les Européens, ont acquis leur place, restent les locaux, et ils savent, la majorité savent qu'ils ne vont pas partir, mais ils acceptent les regroupements, les matchs amicaux, les successifs, en sachant que les meilleurs seront pris, et c'est pour la Corée du Sud. C'est une remarque que tu fais par rapport à nos joueurs. C'est-à-dire que là, nous, on prend que 5 joueurs qui sont plus ou moins certains d'aller en Coupe du Monde, c'est ça? Non, mais moi, je parle aussi Allez, je vous laisse répondre et puis je récupère la balle. Oui, je réponds parce que c'est grave de voir le sélectionneur algérien, déjà, au lieu d'encourager ses joueurs alors qu'il y a un stage des locaux, il déclare dans un journal croate qu'aucun joueur local ne mérite de jouer au Dynamo Zagreb. Et pourtant, le Dynamo Zagreb, ce n'est pas un foudre d'Europe. Sauf Soudani. Alors, on aurait essayé de torpiller le moral des joueurs, on s'y serait pas mieux pris. Ça m'étonnerait quand même qu'ils lisent des journaux croates. Aussi, pour rebondir sur cela, c'est un petit peu ce que je disais aussi à mes joueurs. Ça veut dire que je dis, vous n'êtes pas capable, il n'y en a aucun d'entre vous qui peut jouer à Manchester, il n'y en a aucun d'entre vous qui peut jouer à la Juve, parce que pour différentes considérations,
on ne respecte pas ou on méconnaît le football asiatique, parce que c'est tout à fait compréhensible, dans la mesure où il y a 8 heures de décalage horaire. Donc si un Japonais veut assister à voir un match, il est obligé de se lever à 4 heures du matin. Donc il n'y a pas du tout de connexion, de communication pour pouvoir être influencé par le football international. Donc c'était, d'ailleurs j'en ai perdu le fil de ce que je voulais vous dire. Oui, c'était pour dire que le fait que l'Asie est loin du monde du football, ils n'ont pas la possibilité de prendre des informations. Donc je disais à mes joueurs, vous ne serez pas reconnus, vous n'êtes pas considérés, donc vous n'aurez pas la possibilité de jouer dans des grands clubs européens. Par contre, en revanche, l'équipe du Japon est capable de battre l'Angleterre, est capable de battre l'Italie. Et je voudrais un peu rebondir sur ce que vous disiez, c'est-à-dire que le fait de dire qu'il n'y a aucun joueur local algérien ne peut jouer à Zagreb, ça peut être aussi une forme de dire non, ils ne sont pas reconnus, mais croyez-moi que si moi je prépare mon équipe nationale, locale, elle sera capable de battre n'importe quelle équipe. Donc il faut aussi comprendre cet aspect-là. Vous parlez d'Angleterre, on va y aller dans quelques instants, juste pour vous rappeler que le décalage horaire entre Alger, Londres et Paris n'est pas du tout le même que celui qui est entre Tokyo et Londres, parce que, hormis depuis une semaine, je pense, où on est passé à l'heure d'été en Europe, on a absolument le même horaire entre l'Afrique du Nord, hormis le Maroc, je crois qu'il y a une heure d'avance sur l'Europe. On part direction l'Angleterre, puisque Del Rio est parti du côté de Watford, dans la banlieue de Londres. Hawali Bessol est parti à la rencontre de Saïd Belkalem et une petite virée du côté de Londres pour atterrir à Watford, la ville de Rolls-Royce et des studios d'Harry Potter. Interview, Hawali Bessol qui rencontre Saïd Belkalem. Bonjour, ça va bien? La belle, ça se passe bien, la belle, ça va bien? Ça se passe bien? Ok, d'accord. Le défenseur international algérien Saïd Belkalem a posé ses valises en septembre dernier dans le club de Watford FC. Nous sommes partis à sa rencontre dans le centre d'entraînement du club, l'UCL Sport Ground. Saïd, l'intégration dans la ville de Londres, ça se passe comment? Alhamdoulilah, tranquille. Voilà, à part le temps, tout le temps il fait pas beau. La conduite à droite, ça se passe c'est comment? Parce que moi, depuis que je suis là, j'ai du mal, hein, franchement. Attends, il faut être réaliste aussi. Je pense que c'est la même chose qu'en Algérie. Du moment qu'ils doublent à droite, à gauche, et des fois ils font des zigzags, voilà, je pense qu'il n'y a pas de différence pour nous, en tant qu'Algériens, bien sûr. Hein. Saïd, tu es là depuis fin septembre. Comment ça se passe à Watford FC? Actuellement, alhamdoulilah, par rapport au début, ça va, j'ai eu des difficultés au début. J'ai les entraînements de ce côté et l'école de l'autre côté. J'ai trouvé certaines difficultés, et pas que dans la communication, vu que le club déjà, la plupart c'est le président c'est un Italien, l'entraîneur c'est un Italien au début, mais ça va, il parlait anglais. Jeudi dernier, tu as joué un match amical. Tu te sens comment? Franchement, sur le plan physique, alhamdoulilah. Physiquement, je me sens beaucoup mieux par rapport au dernier temps. Vu que ça fait un bon moment que je n'ai pas joué, ça fait plus de 3 mois et demi. Je commence à retrouver mon niveau. Voilà, là, je peux aller au duel, au charbon. Les supporters, ils vous ont donné un surnom? Pas encore. Belka. Chacun essaie de prononcer correctement mon nom, mais ils n'arrivent pas en fait. Belkalem, Belka, Bulk. Chacun comment essaie de m'appeler. Et vous savez ce qu'ils pensent de vous? Vous avez une idée? Non, ça dépend. Alors on va vous montrer quelques images. Il est bien.
On l'a pas vu jouer beaucoup de matchs, mais pour ce que nous avons vu, il a l'air bon. Pour ce que j'ai vu, il a l'air costaud et fort. On l'a pas vu jouer beaucoup de matchs, mais je pense qu'il est bon et j'aimerais le voir plus souvent sur le terrain. Je pense que c'est un bon joueur, puissant et ses capacités sont larges et très bonnes. S'il arrive à avoir plus de temps de jeu, il sera très fort et brillant. Bien sûr, s'il reste avec nous l'année prochaine. Ça m'a fait plaisir, du moment qu'il y a certains qui m'ont motivé en fait. Et voilà, il y a certains aussi qui sont surpris par rapport au nombre de blessures que j'ai eues cette année. C'est vrai, ils m'ont souhaité de me rétablir le plus vite possible et espérons regagner ma place aussi au sein de l'équipe. Dernièrement, à Alger, vous avez été convoqué par le staff de la sélection nationale, malgré votre blessure. Est-ce un geste fort de confiance? Je peux dire que c'est un geste de confiance et une motivation aussi pour le joueur. Et voilà, le fait d'être avec l'équipe aussi, ça m'a fait du bien. Ouais, le staff, on est toujours en contact avec le staff, que ce soit blessé ou n'est pas blessé. Voilà, ils essayent toujours d'être en contact. Le 3 mai, c'est le dernier jour du championnat. Après cette date, c'est quoi votre programme, Saad? Déjà, à vrai dire, je pense qu'on joue le dernier match le 3. Et après le 3, on rentre chez nous. Cette année, malheureusement, on ne va pas avoir de vacances. Voilà, avoir du temps pour voir la famille vite fait. Voilà, commencer à se concentrer pour le stage et la préparation pour la Coupe du Monde aussi. Le fait de prononcer la qualification en Coupe du Monde, je pense déjà, j'ai vécu ça derrière à la télévision en 2009. Quand l'équipe nationale s'est qualifiée, j'ai vécu ce moment derrière l'écran. J'ai vu ce qui s'est passé en dehors du terrain, la réaction du public, les images, les belles images de la qualification, quand les gens sont sortis pour se défouler et tout, ça m'a marqué. Il est venu le temps où on a fait la même chose, on s'est qualifié à la Coupe du Monde. Je pense que c'est un rêve qui s'est réalisé en fait. Qu'est-ce qu'il vous dit? Des conseils, des moments qu'ils ont vécu déjà, que ce soit avant la qualification et après la qualification. C'est ce moment de joie, tu vois, c'est le fait de faire plaisir à leur famille, à tout le peuple algérien, de redonner cette joie. On a essayé de faire la même chose et voilà, on a essayé aussi de rentrer dans l'histoire du football algérien aussi. Et Saad, le premier match de la Coupe du Monde, 17 juin contre la Belgique, vous y pensez? On en pense bien sûr. Il n'y a pas que la Belgique. Il faut se préparer pour tous les matchs en fait. C'est vrai, le match de la Belgique, ça va être déterminant pour nous, pour la suite de notre parcours pendant cette Coupe du Monde. Espérons qu'on sera prêt le jour J en fait. La JSK est en finale Coupe d'Algérie, elle va jouer sa 10e finale. Vous attendez à ce résultat cette année? C'est vrai, par rapport aux difficultés qu'ils ont eues au début de saison, c'était dur pour eux, mais après l'arrivée d'Asdin, et Joudi qui a fait un bon travail. Je les remercie d'abord pour leur soutien, parce qu'ils m'ont soutenu quand j'étais à la GSK, et c'est grâce à eux que je suis là. Et aussi, je leur souhaite bon courage pour la finale, espérant qu'ils vont réaliser quelque chose. Parce que franchement, le public à la GSK mérite tout le bonheur, ainsi que le public algérien aussi. Je vous offre un cadeau que j'ai ramené d'Algérie. Merci beaucoup, voilà, c'est très gentil. Ça c'est pour vous. Je peux l'ouvrir? Bien sûr, allez-y. Merci, ça m'a fait plaisir. Oh, c'est un drapeau. Ouais. Ça m'a fait plaisir. Ouais. Ça fait plaisir. J'en ai un, mais celui-là, c'est autre chose. C'est un petit drapeau. Ça fait plaisir. Comment on dit le prénom en kabyle? Saïd. Saïd. Saïd Belkalem, qui a rencontré Walid Bessoul, qui vient juste d'arriver, il était là dans les coulisses, on vous dit tout, ils viennent d'arriver de Londres.
on l'a vu, Philippe Troussier, c'est le poste que vous aviez quand vous étiez joueur, hein, défenseur central. Alors en gros, je vous résume, hein, entre Belkalem qui manquait beaucoup de temps de jeu et qui reprend, là il n'a pas joué le dernier match quand Houali était à Watford. Il y a Bouguera, le capitaine indiscutable. Il y a Karl Medjani. Il y a Karl Medjani également. À Valenciennes. Il y a Halish. Il y a Halish également, que Del Rio va aller voir dans quelques semaines. Et il y a le nouveau Kadamuro qui a... Il y a Kadamuro, il y a Ali Riel aussi. Oui, bon, mais les candidats. C'est le seul local. Le seul local. Comme vous venez de parler de Vaïd qui a écarté du revers de la main toute éventualité d'un joueur local. Ah, c'est important. C'est important, Farid, parce on adore le foot fiction dans cette émission, mais il ne faut pas non plus exagérer. Il faut rester un petit peu dans la réalité. Ça va jouer entre 4 joueurs, entre 2 sur le banc et 2 titulaires, en tout cas pour le premier match contre la Belgique. Normalement, il va en prendre 4, mais on ne sait jamais, peut-être il va en prendre 5 avec. Peut-être Kadamuro sera pris comme joueur polyvalent. Il peut jouer même à droite. Pourquoi Medjani en polyvalent? Pourquoi pas Medjani en polyvalent? Parce que Medjani aussi ne peut pas jouer sur les côtés. Mais parce que Kadamuro est en train de jouer en polyvalent. Parce que Kadamuro, dans son club, il est en train de jouer comme arrière droit. Alors, on a posé la question à Nasser Senjak, on l'a posé également à Georges Likens, défenseur de son état à l'époque, en tout cas, où il s'appelait... long couteau ou knife ou long knife. Bref, c'était un homme qui était dur sur l'homme. Quelle est pour vous la caractéristique et la particularité que doit avoir, je dis bien, la paire centrale, parce qu'on ne peut pas choisir l'un sans l'autre, bien sûr, selon la forme du joueur. Quelles sont les caractéristiques qu'on doit choisir pour être titulaire pour un premier match de Coupe du Monde? Alors moi, je ne crois pas du tout à la notion de duel. C'est-à-dire à la notion de penser que récupérer le ballon, c'est d'être dur sur l'homme. Je crois beaucoup plus à l'anticipation, à une défense qui joue la défense sur le ballon, sur la trajectoire, capable d'être placé haut, capable de remonter rapidement pour mettre en position de hors-jeu éventuellement des joueurs à la traîne, capable d'anticiper un long ballon, capable d'anticiper un long déplacement. Les adversaires, ce sont la Belgique, la Corée, la Russie. Donc ce ne va pas être un football en mettant des ballons dans la boîte. Ça va être un football au sol, ça va être un football rapidité. D'ailleurs, toute l'évolution du foot aujourd'hui, c'est ça. Donc je ne crois pas du tout à la notion d'un défenseur central sur un numéro 9 à l'ancienne, en essayant de jouer. Je ne crois pas. Et surtout en Coupe du Monde. Et avec les nouvelles lois où on n'a plus le droit de toucher les joueurs, il va y avoir des lois qui vont être strictes, on n'a plus le droit de toucher, la notion de duel n'existera plus. Donc la défense, c'est une défense sur le ballon, avec une ligne de 4 ou de 3 ou de 5, selon les objectifs à atteindre. Beaucoup plus des joueurs basés sur l'évolution du ballon plutôt que sur l'évolution des joueurs. En fait, la paire centrale doit savoir diriger toute la défense. Voilà, donc plutôt des joueurs mobiles, des joueurs intelligents, des joueurs capables aussi de permettre de relancer, parce que ne pas oublier la phase où on récupère le ballon, parce que quand on parle de défenseurs, on a tendance à penser que pendant 1h30, on ne fait que défendre. Ça va dépendre quelle stratégie il va y avoir, ça va dépendre quel est le rapport de force que l'Algérie aura dans la possession du ballon, dans le management du ballon, dans la possibilité de chercher des solutions. Donc ne pas oublier aussi que les défenseurs sont les premiers attaquants, capables de relancer, etc. Donc ne pas oublier cette part offensive, la part de garder le ballon. Et donc il faut des joueurs capables à la fois d'être intelligents pour récupérer le ballon et être capables de donner des bons ballons. Donc ce que vous dites, c'est que le défenseur en Coupe du Monde doit être le premier attaquant. C'est ce que je comprends. Ça veut dire qu'il faut qu'il récupère sans faire de faute très intelligemment et qu'il puisse avoir cette intelligence, cette capacité à tout de suite enclencher. Oui, parce que quand vous regardez l'évolution du jeu, on s'aperçoit souvent qu'avant d'être en phase d'être terminale pour centrer, pour tirer, pour attaquer, on s'aperçoit qu'il y a différentes étapes et souvent on remet à zéro, ou souvent on est à droite, c'est bouché, on remet, on repart par l'arrière, c'est bouché. Donc il faut une grande stabilité, une grande confiance à l'arrière. Parce que quand c'est bouché, quand il faut chercher des solutions, eh bien, au lieu de faire face à des murs, eh bien, ne pas hésiter à ressortir le ballon. Donc si vous avez une défense qui, elle, fuit le ballon, qui n'est pas capable justement de pouvoir donner de l'assurance pour repartir, eh bien, c'est vrai que c'est un élément important, surtout à ce niveau de compétition. La Coupe du Monde, c'est les 32 meilleures équipes du monde.
sont des équipes où aujourd'hui 99% des joueurs jouent dans les grands championnats européens, pour ne citer que celui-ci. Le meilleur championnat au monde, il faut le dire. Hein. Absolument. Donc il faut que ce soit des joueurs complets. Donc je dirais de réduire le défenseur à la notion il est bon à la tête, il est bon au duel. Juste un rempart. Je pense que ça ne passera pas à haut niveau. Mohamed Benhamou, justement, le dernier rempart dans une équipe, c'est bien sûr celui qui est sur la ligne de but, c'est le gardien. La défense centrale, où c'est souvent un joueur qui porte le brassard, très souvent, hein, d'ailleurs en sélection c'est Majid Bouguera. Est-ce qu'il doit y avoir une confiance parfaite entre le dernier rempart, c'est-à-dire les 2 tours de contrôle de la défense et le gardien? Est-ce que c'est important? C'est important, c'est vrai qu'il doit y avoir du dialogue, c'est vrai qu'il doit y avoir une certaine complémentarité déjà entre la paire centrale qui dégage une confiance, qui dégage vraiment, qui survole, entre guillemets, qui survole l'événement. Quand je vois, en tant que gardien, si je vois mes 2 défenseurs centraux, déjà premièrement, qui ne gagnent pas leur duel aérien, ou sur un 6 mètres, leur donner le ballon. Après, le jeu change, on ne sait pas si on va aller au premier poteau, au second poteau, est-ce que je dois sortir, est-ce que je leur fais confiance? Il doit y avoir de la communication, mais c'est important que ce soit le gardien ou surtout les défenseurs centraux, ils dégagent une sérénité. Et comme on peut voir un peu actuellement, en 2014, les Thiago Silva, c'est des joueurs, ils taclent plus maintenant. C'est des joueurs qui, techniquement... C'est un hasard le PSG, bien sûr, complètement hasard. C'est un petit clin d'œil. Donc c'est vraiment qui dégage une certaine sérénité. C'est des joueurs qui taclent plus. C'est pas des joueurs, comme disait Philippe, pas des joueurs où on pense qu'il y a seulement les qualités physiques. C'est des joueurs qui sont là, qui dégagent une sérénité, les premiers relanceurs, qui mettent le rythme du match. Et surtout, voilà, c'est fini l'époque du marquage individuel avec le stopper et le libéraux. Comme je disais, c'est important cette complémentarité qu'il doit y avoir entre cette paire de défenseurs centraux. Alors, je récupère le ballon, Mehdi Dahak. Le ballon, je vous le redonne tout de suite après ce qui nous fait vivre, ce qui nous nourrit. Et ça s'appelle comment? La publicité, évidemment. La publicité. On revient tout de suite après. Retour sur le plateau de Del Rio pour la deuxième partie de cette émission. Pour ceux qui ont été tentés pendant la pub de zapper, je vous reconseille une deuxième fois de reposer la télécommande. On vous donnera le score à la fin de l'émission, ou les scores, messieurs, je crois qu'il y a 2 matchs ce soir. On connaîtra bien sûr le dernier carré de la Ligue des champions européenne. On reste en Europe, messieurs, et on reste en Angleterre, puisqu'on l'a vu avec l'interview de Hawali Bessol qui, justement, après avoir rencontré Saïd Belkalem, a fait un petit tour du côté du stade de l'équipe de Watford qui s'appelle les Hornets, les Green Hornets. Ça me rappelle une ancienne BD, Green Hornets. Alors, le reportage Hawali Bessol dans la banlieue londonienne à Watford avec le Football Club de Watford. Fondé en 1881 par Henry Crowrand, Watford FC est un club de football professionnel anglais parmi les dizaines de grands clubs qui existent à Londres et ses environs. Surnommé les Hornets, ce qui signifie les frelons, le club a trouvé son salut en 1976 grâce à la star Elton John qui devint président et Graham Taylor, un gestionnaire hors norme qui fait passer les Golden Boys de la 4e division à la Première Ligue entre 1977 et 1987. Graham Taylor fait rentrer Watford FC dans la cour des grands en participant à la Coupe de l'UEFA en 1984 et atteint la finale de la Cup la même année. Après les années fastes, vint la décennie du déclin durant les années 90. Aujourd'hui, Watford FC est détenu par la famille Pozzo, qui est également propriétaire des 2 clubs Udinese Calcio en Italie et le FC Granada en Espagne. Le club londonien est doté d'un centre d'entraînement respectable, le Bell Lane, qui regroupe plusieurs terrains de réplique, une salle de musculation, une cantine et une salle de débriefing tactique pour les joueurs et le staff. Malgré les ambitions de la famille Pozzo, le club rata de justesse l'accession l'année dernière et occupe actuellement la modeste 12e place de la Second League.
Samedi dernier, avant le match face à Burnley 1-1, les supporters que nous avons rencontrés devant le stade sont unanimes. Ils nourrissent de grandes ambitions pour le club, malgré une saison difficile. Je pense que Sanimo a stabilisé la situation apparemment. Je ne pense pas qu'il fera une autre saison, mais il a stabilisé le club. Je suis supportrice depuis 30 ans et j'ai jamais manqué un match. Je pense qu'on est dans une situation très positive. Les Pozzo nous poussent vers l'avant. Depuis quand je suis supporter? Depuis que j'ai 6 ans, donc ça fait 46 ans. Même s'ils sont critiques envers le manager, l'Italien Giuseppe Samino, les fans restent fidèles et continuent à remplir les 17 000 places du Vicarage Road chaque samedi. Un véritable temple où le Water FC reçoit ses hôtes depuis 1922. Une culture intergénérationnelle bien anglaise celle-ci. Et lorsqu'on leur pose la question sur une éventuelle accession en Première Ligue pour l'année prochaine, ils lâchent sans détour. Définitivement, on a une bonne équipe, donc on va forcément monter l'année prochaine. Je pense que les gens ont compris que c'est un projet sur long terme, donc je pense qu'ils sont plus relax là-dessus. Les supporters restent confiants et sereins, car au fond d'eux, ils savent que l'équipe renferme d'excellents joueurs, à l'image du capitaine et gardien de but l'Espagnol Manuel Almunia et l'international algérien Issaad Belkalem, pour ne citer que cela. Watford FC a fourni à l'équipe nationale d'Angleterre l'ailier gauche John Barnes et le gardien de but David James. Mais celui qui a marqué les esprits des fans de l'armée jaune est incontestablement l'avant-centre Luther Blissett, 186 buts en 503 matchs, toutes compétitions confondues, entre 1976 et 1992. Luther Blissett incarne l'identité du club, fidèle avant tout. Il fut sans aucun doute le frelon le plus populaire de l'équipe. Il a su au fil des années piquer ses adversaires pour défendre l'honneur de son club. Car le frelon est assez pacifique et n'attaque qu'en dernier recours aux environs de son nid lorsqu'il se sent menacé. La culture so British du club du FC Watford, le club de Championship. C'est ce que nous rappelait et me rappelait Faïd Aït Saada, bien sûr. Championship, c'est la seconde division, puisque Premier League, c'est bien sûr le championnat d'élite en Angleterre. On va rester, avant de revenir dans le débat, messieurs, dans la ville de Watford, avec cette petite carte postale. On va faire un petit peu le tour de l'histoire de cette petite ville de la banlieue londonienne, cette ville de Watford que nous dessine Hawali Bassoul. Le nom de la ville de Watford tient ses origines de Watersford, en français Gué de Water, du nom d'un propriétaire d'un terrain de la région qui possédait le gué qui reliait les Midlands à la route de Londres. Ce nom fut changé 2 fois et devint finalement Watford, le nom actuel de la ville. Située dans le Hertfordshire à 30 km au nord-ouest de Londres avec une population cosmopolite qui avoisine les 90 700 habitants en 2012. Les Watfordiens ont le savoir de vivre et le British Way of Life. La cohabitation y est sans faille comme le veut la tradition de liberté de culte britannique. On y trouve des arabo-musulmans, des indiens, des catholiques italiens et anglicans britanniques et tous ces citoyens de Sa Majesté vivent en parfaite harmonie. En témoignent les lieux de culte tels que l'église anglicane St Mary the Virgin, construite en 1230 située sur High Street et la mosquée de Watford. La ville a pris son essor économique pendant la révolution industrielle. Cette communauté rurale devient le nœud de communication principal avec l'arrivée du Grand Junction Canal en 1798 puis du chemin de fer en 1837. Watford abrite des sièges de nombreuses entreprises dont les usines Rolls-Royce. Sur le plan éducatif, Watford peut être fier de son collège Grammar School of Girls, l'une des écoles pour filles les plus réputées dans tout le royaume, et ses studios de cinéma de Leavesden où ont été tournés les films de la série Harry Potter. Parlant de sport, la cité anglaise possède un club de football professionnel Watford FC. Fondé en 1881, finaliste de la Coupe d'Angleterre en 1984 et qui joue actuellement en seconde division du championnat anglais. Depuis 1997, le club partage son stade de Vicarage Road avec le club de rugby des Saracens. Watford, ville de culture et de sport, nous apprend à travers son histoire et son ouverture que la richesse et la productivité ne viennent pas uniquement de la noblesse britannique, mais plutôt de sa richesse cultuelle et culturelle.
Voilà donc pour l'expérience tellement britannique, et on l'a vu dans ces images signées Walid Bsol de Saïd Belkalem. Alors, est-ce que cette saison mitigée de Belkalem, qui était la star incontestable de la JS Kabylie, d'ailleurs, ses prestations en Kabylie à la JSK qui lui ont offert une place en sélection, est-ce que ce choix d'aller en Angleterre, messieurs, va lui permettre de décrocher sa première Coupe du Monde? Alors déjà, ce n'est pas un choix d'aller en Angleterre. Exactement. Initialement, il était parti à Udinese. Mais je voulais En que vous Italie. disiez ça. Voilà. Oui. Et après d'Udinese, il a été prêté à Watford parce qu'à Udinese, il y avait profusion d'arrière. Alors, corrigez-moi, Udinese et Watford, c'est pas le même propriétaire? C'est le ici même propriétaire. Il faudrait même rajouter qu'il a même son contrat officiellement, il est à Il est Grenade. à Grenade. Il est à Grenade. Il a deuxièmement. signé à Grenade. Officiellement, il appartient à Grenade. Il a été prêté à Udinese, puis prêté à Watford. C'est le même propriétaire. Audi possède Udinese. En fait, il a 3 épiceries et puis il choisit Voilà. de vous mettre en tête Il de distribue gondole les- ou pas. voilà, Alors, c'est ça le problème, c'est qu'initialement, il était parti avec l'idée de partir en Angleterre, il était très content parce que lui, son idole, c'est Paolo Maldini, et là, il se retrouve en Angleterre. Celui Bon, d'Amin Thierman aussi. Voilà, mais moi, je pense que c'est meilleur pour lui parce qu'il a eu chance de jouer, il a joué quand même quelques matchs. C'est sa blessure contractée en fin de l'année 2013 qui a contrarié ses plans parce que ça l'a tenu éloigné pendant 5 semaines des terrains, peut-être plus avec la convalescence, et ça l'a perdu. Parce qu'entre-temps, il y a un nouvel entraîneur, et il y a monsieur Troussi qui peut le confirmer. Quand il y a un nouvel entraîneur qui arrive avec une équipe et que ça marche un peu, il oublie ceux qui a été blessés. Et c'est là, ça a joué en sa défaveur. Là, il commence à jouer des bribes de match. On espère qu'il en jouera plus parce que la fin de saison en Championship, c'est le 3 mai. Bon, je ne parle pas de ceux qui vont disputer le play-off, mais la majorité des clubs arrêtent le 3 mai. On espère que d'ici là, il jouera au moins 1 ou 2 matchs. Il y a quand même autre chose que dans sa saison qui a un peu joué, c'est le fait d'avoir participé à la Coupe du Monde militaire, qui a fait qu'il n'a pas eu de repos. Et donc ça a peut-être rajouté un petit peu au niveau de la fatigue, au niveau Carbonisé, voilà, au niveau du cumul. Par contre, au niveau du club, c'est vrai qu'à Udinese, il avait comme exemple éventuellement le cas de celui qui est maintenant à la Roma. Benatia. Benatia, Benatia. Ça aurait pu être un exemple, mais c'est vrai que pour jouer, il valait mieux aller en Angleterre en 2e division qu'en Serie A, où ça aurait été quasiment impossible de le voir jouer cette saison en Serie A. Il y a aussi ce temps d'adaptation, il ne faut pas oublier. C'est vrai que de passer de Tizi Ouzou à Watford, il faut laisser un peu le temps à ce joueur quand même. Donc c'est vrai qu'on est. Oui, mais il n'y a pas de temps. C'est vrai que voilà, justement, il n'y a pas de temps. Il y a la Coupe du Monde qui arrive, mais voilà, on est exigeant parce que c'est un joueur important pour la sélection. Mais c'est vrai que c'est toujours délicat de faire ce choix-là de changement de championnat, de changement de pays. Il y a, pardon, Mohamed, il y a différentes philosophies de sélectionneurs. On a écouté Nasser Senja qui était à votre place il y a une quinzaine de jours, qui lui disait c'est pas forcément le temps de jeu ou la quantité de matchs qu'on a dans les jambes, même s'il faut bien sûr rester compétitif. Il y a cet esprit de groupe que le sélectionneur construit en 1 an, 2 ans, qu'il veut préserver pour aller au mondial, et il veut justement préserver un groupe. Belkalem fait partie de la philosophie Vaïd. Il a fait avec lui une partie de la campagne, il a fait les matchs de la CAN. qualif, très important. C'est un des joueurs qui lui ont offert sa première Coupe du Monde, et vous savez ce que c'est, Philippe Troussier. Le Nigeria vous a pas donné cette chance, l'Algérie, elle, l'a donné à Vaïd Halilovic. Est-ce que pour vous, il faut être performant, compétitif le 17 juin pour être dans les 23, ou il faut faire partie du groupe? Bon, de toute façon, il est clair que l'entraîneur national a son idée. Moi, je diviserais le groupe des 23 en 3 parties. L'équipe type, et il ne faut pas se leurrer, l'équipe type, ça tourne autour de 13-14 joueurs. Voilà, 13-14 joueurs, c'est là que l'entraîneur va hésiter, soit pour mettre Belkalem ou pour mettre Medjani, etc. C'est-à-dire 11 joueurs et 3 joueurs de champ? Voilà. Donc ça, l'équipe type, elle tourne autour de ces 14-là. Et je dis là parce que l'Algérie n'a pas suffisamment un groupe important. Et est-ce que la question de se poser, est-ce que les 23 joueurs sont les 23 meilleurs joueurs? Je dirais non. Encore une fois, je reviens sur cet aspect du vivre ensemble, sur le fait qu'il faut avoir des joueurs qui sont capables de jouer et d'apporter le maximum. Et puis il y a ceux qui peuvent changer le match. C'est-à-dire ceux qui sont estampillés 14, 15, 16, 17, 18, qui doivent se préparer en 3 secondes, qui doivent être disponibles quand il reste 3 minutes à jouer. Rentrer très vite dans le match. Et qui ont la spécificité justement de permettre à l'entraîneur de pouvoir soit de renforcer la stratégie qui a été mise en place au départ ou carrément la changer. Donc il faut des joueurs disponibles et surtout qui ne sont pas là pour polluer ou être mécontents.
Déjà, on a 3 mécontents, puisqu'on a dit que l'équipe type tournait autour de 13-14, donc on sait qu'il y en a 3 qui ne joueront pas. Mais si en plus de ces 3 qui ne jouent pas, vous avez encore 5-6 qui ont le même statut, là, ça sera compliqué. Donc il faut trouver, et le dernier groupe, pour terminer mon raisonnement, c'est le 20e, le 21e, le 22e, le 23e, c'est-à-dire ceux qui ne participeront jamais, qui ne joueront jamais et qui sont là pour apporter de la confiance, pour permettre justement que ce groupe puisse... Ils vont juste goûter la cuisine brésilienne. Voilà, donc l'entraîneur national, au jour où on se parle, je crois qu'il a une bonne idée. Effectivement, il a fait une campagne, il s'est qualifié. Ne pas oublier également que la campagne était africaine, c'est-à-dire qu'il faut être bon dans les duels. C'est des matchs en Afrique, c'est au Bénin, c'est au Rwanda. C'est des adversaires, c'est un football qui est plus ou moins basé sur l'aspect physique, etc. Et aujourd'hui, la Coupe du Monde, c'est autre chose. Et moi, je suis bien placé pour en parler parce que j'ai été champion d'Asie. Et je me suis vite aperçu qu'être champion d'Asie ne vous donnait aucune garantie quand vous affrontez le monde. Et malheureusement, Vahid n'aura pas la possibilité de confronter sa campagne africaine, à part le match contre la Slovénie, qui n'est pas un grand du monde de ce monde, et puis contre l'Arménie et la Roumanie. Donc il n'aura pas la possibilité, en tout cas, vu le statut, avec beaucoup de respect, mais vu le statut des équipes qu'il va jouer, il va beaucoup plus être dans un renforcement de sa confiance, offensivement, pour mettre en place ses cartes, mais il ne sera jamais confronté au dilemme de supporter une grosse équipe qui est capable peut-être de lui marquer des buts. Donc c'est peut-être un petit peu la zone d'ombre que je voudrais peut-être signifier dans mon raisonnement. Et donc voilà, sa problématique, c'est pas simplement de gagner et de marquer des points, mais ce sera aussi de ne pas essayer d'en perdre. Et donc il sera confronté au niveau du mondial. Ce qu'il faut lui souhaiter, c'est qu'il ne découvre pas ces problèmes-là le jour du match contre la Belgique et contre la Russie et la Corée, qu'il ait les moyens de découvrir ce nouvel équilibre qu'il sera obligé de comprendre pour affronter le mondial. J'aimerais poser une question à M. Troussier, le technicien, l'entraîneur. Il y a 2 catégories de sélectionneurs. Il y en a qui aiment affronter de grosses équipes parce que pour eux, c'est en affrontant les grands qu'on peut apprendre. Mais il y a une deuxième catégorie qui préfère affronter des équipes moyennes. Pourquoi? Parce qu'ils pensent qu'en affrontant une grande équipe, leur équipe n'aura pas la possession de ballon, donc il ne pourra pas développer le style de jeu qu'il veut imprégner à son équipe. Il préfère une équipe, un adversaire moyen, pour pouvoir mettre en place ses automatismes. Est-ce que vous partagez cet avis? Oui, je le partage. Je partage les deux. Il est clair que préparer son équipe à une semaine du mondial en jouant par exemple, je sais pas moi, le Portugal ou le Brésil et en prenant 4-0, préparer son équipe justement pour être confronté à ce qu'on disait, c'est-à-dire être soumis à des situations qu'on n'a pas l'habitude, préparer son équipe, perdre des matchs et on dit toujours, et moi le premier, je suis là pour dire que j'ai beaucoup plus appris dans mes échecs que dans mes victoires parce que c'est un moyen de corriger ce qui a été fait comme erreur et donc de donner aux joueurs des moyens d'acquérir d'autres connaissances. Donc, mais ça, il faut une période de préparation. Moi, j'ai préparé un mondial, j'avais 4 ans, on n'avait pas de match de préparation, style compétition, qualification, donc c'était des matchs amicaux. Donc rapidement, j'ai eu 2 ans où je me suis confronté à l'Espagne, à l'Italie, au Brésil, à l'Allemagne, à l'Italie, et ce n'est pas le cas des équipes africaines. Ils vont passer d'un domaine africain, donc après avoir joué le Rwanda, après avoir joué le Bénin, le Mali et le Burkina Faso, eh bien tout de suite être soumis à des situations de très haut niveau qui exigent un nouvel équilibre. Alors pour revenir à votre question, je pense que l'élément psychologique, c'est-à-dire le fait de penser qu'on va huiler la machine, on va jouer l'Arménie, on va jouer la Roumanie, ce sont des équipes qui ne sont pas qualifiées pour la Coupe du Monde, donc on pense que ce ne seront pas des équipes qui vont être dans un souci de rechercher je dirais, de la performance. Ça sera un moyen de mettre de la confiance et le résultat, il sera probablement au bout. Et une équipe se nourrit de confiance, un joueur se nourrit de confiance, le public se nourrit de confiance, les médias et je pense que l'intérêt d'avoir choisi des équipes comme cela, je pense que c'est une façon de bien préparer psychologiquement à la fois l'équipe et l'environnement pour aller au Brésil et en jouant bien sûr sur la qualité individuelle de chaque joueur, parce que ne pas oublier que tous ces joueurs algériens jouent en Europe et qu'ils ont suffisamment d'arguments pour justement affronter des équipes de très haut niveau comme peuvent l'être au premier match la Belgique. Réponse S, professeur en football. Philippe Troussier, donc, c'est essayer de garantir l'harmonie et une énergie positive. En fait, c'est ça, hein, avant d'entamer le mondial. On va rester dans le compartiment défensif, messieurs, et on va parler peut-être de ceux
ou un de ceux qui font partie de ceux qui sont écartés, selon un média croate, par Vahid Halilović, c'est-à-dire les joueurs locaux. L'antichambre, c'est une des rubriques de l'émission. L'antichambre de l'équipe nationale, c'est les joueurs qui brillent dans le championnat local, Philippe Troussier, et qui espèrent décrocher ce Graal, cette 23e place ou cette 22e place pour le mondial, espérant la blessure de l'un. On ne l'espère pas, je ne nomme personne. Et pourquoi pas essayer de vendre un argument comme quoi on peut être indispensable sur le banc. Le nom de ce soir dans l'antichambre de l'équipe nationale, c'est le défenseur du Mouloudia d'Alger, Hachoud, probablement le meilleur frappeur de coups francs cette saison et même le meilleur buteur de son club, tenez-vous bien, puisque 4 attaquants ont été recrutés cette année et le meilleur buteur est un latéral. C'est l'antichambre de l'EN signé Hassan Brewa, du défenseur du Mouloudia d'Alger, Hachoud. Il est l'un des défenseurs le plus en vue en championnat national. Abdelrahman Hachoud, le latéral droit du Mouloudia Club d'Alger, est devenu, du jour au lendemain, le meilleur buteur du club avec 9 réalisations, dont 6 sur coup franc. L'enfant d'Al Attaf est revenu en force cette année et retrouve sa forme perdue. La différence entre cette saison et la précédente, déjà Dieu merci, et il ne faut surtout pas s'enflammer et rester humble. Je n'ai pas atteint pour le moment un certain niveau qui me satisfait. Il faudrait que je me concentre sur le boulot et surtout rester sérieux aux entraînements. Je dois donc bosser plus pour espérer décrocher un contrat professionnel. Je suis très chanceux cette saison puisque je jouerai ma 3e finale de Coupe d'Algérie de suite et la 4e de ma carrière. Mon ambition actuelle, c'est de remporter cette Coupe d'Algérie pour que les joueurs déjà puissent oublier cette mésaventure de l'an dernier. Mis au placard à plusieurs reprises par Vahid Halilović, Hachoud a désormais une opportunité au nord de se démarquer. Il compte sur la finale de la Coupe d'Algérie face à la JS Kabylie le 1er mai prochain pour glaner d'autres points et convaincre son sélectionneur. Un joueur veut toujours avoir une place en sélection et surtout être sur la liste des participations à la Coupe du Monde. Moi, personnellement, et sans jeter des fleurs, je crois que le sélectionneur est une personne correcte. Si vraiment vous méritez d'être sur la liste, soyez sûr que votre nom y figurera. Et si vous ne le méritez pas, il ne fera jamais appel à vous. Moi, personnellement, j'ai été en forme lors des 7 premiers matchs du championnat. Il m'a tout de suite convoqué pour le match barrage contre le Burkina Faso, malgré le nombre de joueurs existants dans ce poste, à l'image de Mandir, Waled, Mehdi Mostafa, 3 latérales droits, plus Kadamoro qui peut assurer ce poste. Le dernier mot revient au sélectionneur et cette saison, j'étais au top et j'ai eu la chance d'être convoqué. Malgré toute son efficacité devant les bois, Hachoud a été à maintes reprises critiqué par son sélectionneur. Il lui reproche d'être trop porté sur l'attaque. Il lui demande de s'améliorer défensivement. En équipe nationale, j'ai eu un entretien avec Halilović. Il a été franc avec moi. Il me reprochait le fait d'être moins bon en défense, malgré le fait que je marquais des buts. Il m'a conseillé de travailler encore plus. J'ai pris en considération son conseil et je me suis remis au boulot. Et j'ai peaufiné mon aspect défensif. La preuve est que cette saison, je suis bon aussi bien sur le plan défensif qu'offensif.
La finale de la Coupe d'Algérie est une aubaine pour moi. Il ne me reste qu'à bien travailler durant ces 15 jours. J'ai envie de lui prouver qu'il peut vraiment compter sur moi, au moins dans un match amical. Et s'il me donne une seule chance, je tâcherai de ne pas passer à côté. Après 8 ans passés chez les professionnels, Abdelrahman Hachoud rêve d'un premier mondial. C'est le rêve de tous les joueurs professionnels, pas que des joueurs algériens. Surtout que ce mondial se jouera au Brésil et si Dieu le veut, avec beaucoup de travail, je réaliserai ce rêve. Et si par bonheur je suis sélectionné, je tâcherai d'honorer les couleurs algériennes. Mais si je ne serai pas retenu, je le déclare devant la caméra, je serai un fervent supporter de l'Algérie. Le stagiaire local a déjà commencé à Sidi Moussa. La concurrence s'annonce acharnée et seuls les plus forts survivront. C'est le moment de se quitter et de rejoindre mes coéquipiers en stage. Le sélectionneur nous a sommé d'être là avant midi. C'est le moment de bosser dur et j'espère ne plus ressortir du son. Abdelrahman Hachoud dans l'antichambre de l'équipe nationale. Ce qui est sûr, c'est qu'il y est. À Sidi Moussa, dans l'antichambre. Va-t-il en sortir? Et dans quel sens va-t-il en sortir? Hachoud, c'est un joueur que vous connaissez bien. Mohamed Ben Hamou, vous avez joué ensemble dans 2 clubs différents, l'Entente et le Mouldia. On a joué à Sétif pendant 2 ans. On a gagné le championnat et la Coupe d'Algérie. Et ça tombe bien que ça tombe sur Hachoud. C'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup. Et vraiment, avant de répondre à ta question, c'est vrai que je lui souhaite d'aller à la Coupe du Monde. Parce que c'est vraiment un exemple dans le championnat local. C'est vrai que c'est un bosseur et il a cette qualité que tout le monde sait, cette qualité de coup franc, mais incroyable. C'est-à-dire que j'ai évolué un petit peu en Europe. Ce que moi j'aime appeler un caresseur de ballon. Il sait l'envelopper. Il est capable de l'envelopper, il est capable de frapper un peu comme dans le style Cristiano Ronaldo, un peu flottant. Donc on s'est entraîné ensemble, donc ça n'a pas été facile pendant quelques séances d'entraînement. Mais c'est vraiment quelqu'un qui défend. Quelquefois même à la Juninho, hein, parce que Sofiane Belkbir, qu'il avait rencontré, puisque vous avez dit dans le VTR, il frappe sans gardien. C'était un petit scénario qu'il avait fait avec notre journaliste sur place. Et une de ses idoles, hein, c'était Juninho, cette façon de gifler le ballon un petit peu pour l'envoyer tel un frisbee flottant. Exactement. Il très difficile pour un gardien. Et surtout, c'est qu'il est, excuse-moi Farid, c'est qu'il est efficace. C'est-à-dire qu'on en connaît des tireurs de coups francs, mais au niveau statistique, la plupart du temps, ça finit dans les tribunes. Lui, que ce soit l'entraînement. On va me le confirmer alors. Il y a 9 buts cette saison, je crois. 9 buts. Il est régulier. C'est-à-dire que chaque année, il est toujours à 9-10 buts sur coups francs. Que des coups francs directs. Donc c'est ça. Tout le monde l'attend, tout le monde le sait, mais à chaque fois, il marque. Justement, tout le monde l'attend. Tous les gardiens savent qu'il va tirer coup franc et que c'est lui qui va tirer. Ils l'ont vu à la télévision, ils l'ont vu dans les vidéos, mais il le remarque quand même. Pourquoi? C'est quoi son secret? Pourquoi un gardien de but ne peut pas parer un coup franc de Hachoud? Tu veux que je te dise que les gardiens ils sont mauvais, c'est ça que Non, est-ce qu'il y a des tirs imparables? Non, voilà. Ce qui est bien, c'est que tout le monde sait que c'est un tireur de coup franc, mais ce qui est bien, c'est qu'il est, comme tu as dit, il est capable de l'envelopper, il est capable de tirer fort, c'est qu'il varie ses frappes. C'est-à-dire qu'il y a toujours cet effet de surprise. Voilà la réponse pour Farid. C'est pas toujours les mêmes coups francs. Quelquefois c'est enveloppé, quelquefois c'est frappé fort, quelquefois c'est sur le mur, quelquefois c'est à ras de terre. Voilà. Donc il varie beaucoup et c'est vrai que surtout il travaille son entraînement. C'est-à-dire que c'est un bosseur, c'est quelqu'un qui a une excellente mentalité, c'est toujours quelqu'un de respectueux, c'est quelqu'un qui bosse à l'entraînement. On a pu le voir un peu dans le reportage. Il s'entraîne sur des séances coups francs sans gardien, mais il répète ce geste et dans le haut niveau c'est important. Alors, Philippe Troussier, je reviens à vous. On parlait tout à l'heure justement du football asiatique. On a un petit peu décortiqué la philosophie et nippone et également asiatique, notamment coréenne, où vous avez évolué en Coupe du Monde, je le rappelle, en 2002, pour le très peu de gens qui ne le savent pas encore. Il n'y en a pas beaucoup. Maintenant, après avoir analysé le style de jeu, la philosophie, les ambitions de nos adversaires, je parle de l'Algérie, bien évidemment, c'est-à-dire Belgique,
Corée et Russie. Quelle est la manière dans laquelle nous devons nous adapter? Est-ce qu'on doit s'adapter? Est-ce qu'on doit imposer notre jeu? Et de quelle manière doit-on jouer ces 3 sélections? Et est-ce qu'on doit jouer différemment et avec peut-être un 11 de départ différent? De toute façon, on ne joue jamais le même match 2 fois. 2 fois, déjà. Et que chaque équipe se caractérise par un rapport de force en termes de contraintes. Est-ce que c'est une équipe qui vous contraint à jouer sur les côtés? Est-ce que c'est une équipe qui vous écarte? Est-ce que c'est une équipe qui balance des ballons devant? Est-ce que c'est un attaquant central en appui? Est-ce que ce sont des ailiers qui sentent, etc. Donc chaque équipe doit être bien sûr analysée méthodiquement par l'entraîneur. Ça, c'est pour justement composer les joueurs qui seront à même non seulement de pouvoir contrecarrer ce rapport de force et en même temps de pouvoir contrer. Donc ça, c'est un élément, en tout cas, moi, que je prends en considération. Il y a aussi l'élément de possession, parce que est-ce que l'équipe sera active ou elle sera réactive? Être active, on parlait tout à l'heure de Thiago Silva au Paris Saint-Germain. Qu'est-ce qu'on va dire à un défenseur de gagner ses duels quand le joueur a 90% et on doit lui demander de faire des passes puisqu'ils ont la possession de ballon? Donc un défenseur qui a la possession, une équipe qui a la possession, c'est déjà une façon de dire qu'on prive l'adversaire. Donc c'est déjà le premier élément défensif. Être un bon défenseur, c'est déjà de ne pas permettre à l'équipe de pouvoir jouer. Donc c'est déjà une grosse capacité à la conserver. Comment va se situer l'Algérie dans son match contre la Belgique? Est-ce que l'Algérie va être active? Est-ce que c'est elle qui aura le ballon? Est-ce que c'est elle qui va trouver les solutions? Ou bien au contraire, est-ce que c'est elle qui va être contrainte à résoudre les problèmes défensifs qu'elle va avoir? Et par contre, en revanche, elle devra trouver les moyens d'être réactive et de pouvoir trouver des solutions. Et on sait très bien que ce n'est pas parce que vous possédez le ballon que vous êtes gagnant du match. Alors comment il faut jouer les Asiatiques? Il ne faut pas oublier l'aspect athlétique. C'est une équipe qui culmine à 1m90. Les Coréens sont un peu les Allemands d'Asie. C'est une équipe qui est très athlétique. Contrairement à une idée reçue. On pense que les Asiatiques sont petits. C'est ce qu'on pensait aussi de mes Japonais. Mais moi, les Japonais, ils culminaient tous à 1m85, 90. Ce sont des joueurs très costauds, très grands, qui sont rapides et qui en plus qui sont dotés d'une certaine technique. Donc c'est une équipe solide. Il ne faut pas oublier non plus que c'est le 2e match. Et que bien évidemment, le 2e match... c'est en fonction du premier match. Il faut voir comment on sort du premier match. Voilà, donc il faut tenir compte. L'objectif, c'est d'arriver 2e, c'est d'arriver dans les 2 premiers. Donc il faut aussi tenir compte, est-ce que c'est un match où la Corée sera en situation de se refaire une santé? Est-ce que l'Algérie sera dans une situation de se refaire une santé? Ou bien, voilà. Donc si l'Algérie perd au match aller contre la Belgique, donc, il faut absolument prendre des points. Donc tout ça crée l'élément, l'enjeu. Et on sait que l'enjeu, parfois, prend le dessus sur le jeu. Il va falloir être vraiment très expérimenté, il va falloir afficher une grande confiance. Voilà, l'élément psychologique est un élément important. Ce n'est pas un match qu'on joue comme ça au milieu d'un après-midi sur un stade quelconque. Non, non, il y a un enjeu lié au premier match. Je vais vous faire mouiller encore plus. Est-ce que l'Algérie peut battre la Corée? Et encore plus compliqué, mais je sais que vous avez la réponse, comment l'Algérie pourrait battre une équipe coréenne? De dire que l'Algérie est capable de battre la Corée, bien évidemment que c'est une donnée qui appartient et qui est valable pour tous les entraîneurs qui vont se présenter à chaque match. Aujourd'hui, chaque entraîneur, les 32 qui sont présents, pensent qu'ils vont passer le premier tour, pensent qu'ils vont faire une bonne Coupe du Monde, pensent qu'ils vont gagner le premier match, etc. Donc il faut savoir qu'il faudra effectivement être habité par cette volonté de dire on peut le faire. Ensuite, il va falloir résoudre le problème mécanique qui est lié aux forces en présence. La Corée est une équipe qui va jouer de façon très disciplinée, qui va presser, qui va être très organisée, qui ne va pas laisser un seul maître, qui sera très discipliné et qui profitera et qui n'a pas besoin de maîtriser le ballon. C'est une équipe plutôt qui préfère réagir et qui préfère... Explosif. Voilà, donc comment les battre être en pleine confiance, être en mesure d'être patient, c'est-à-dire qu'il ne faut pas croire que ça va s'ouvrir facilement, il va falloir manœuvrer ce ballon, être capable de le sortir, et je pense que l'Algérie a peut-être plus d'expérience en termes de gestion de match que l'auront les Coréens. C'est un match qui sera pas facile à jouer, mais en théorie, bien sûr, l'Algérie est en mesure de battre n'importe quel adversaire de ce groupe, il faut le savoir, hein. L'Algérie a maintenant 4 participations
au mondial, il possède des joueurs de renommée mondiale. Voilà, la Corée ne représentera pas un obstacle, ça c'est clair. Maintenant, on a le sentiment de dire que s'il y a une équipe à battre, ça sera les Coréens. En tout cas, vu de l'extérieur, parce qu'on se dit, bon, bah, la Corée, c'est qui? Non, il faudra respecter cet adversaire et savoir que ce ne sera pas facile, mais que l'Algérie, si elle joue sur ses valeurs, aura la possibilité de faire un bon match, comme elle l'a fait contre l'Angleterre, comme elle l'avait fait d'ailleurs au dernier mondial. Ne pas oublier ce dernier mondial où l'Algérie a été largement présente. Vous êtes sorti, en tout cas vainqueur, quand je dis vainqueur, vous êtes qualifié d'un groupe en 2002 qui a pratiquement la même physionomie que celui-là. Je rappelle que vous étiez en 2002 au Japon, sélectionneur, dans un groupe. Et on a terminé premier du groupe avec 7 points. Premier, s'il vous plaît, d'un groupe composé du Japon, équipe asiatique, Belgique, Russie et Tunisie, équipe maghrébine. Alors, en combien de points vous vous êtes qualifié et à votre avis, on aura besoin de combien de points dans ce groupe pour pouvoir sortir indemne de ce groupe H? C'était votre question, Farid? Non, non. Ma question est quelle erreur avait commis la sélection tunisienne dans un groupe qui ressemble à celui de l'Algérie et que vous recommandez à l'Algérie de ne pas commettre? Enfin, c'est la même question vue d'un autre angle, vue de l'angle maghrébin. Oui, mais côté algérien, oui. Vous êtes dans le même sens. Bon, elle joue son premier match contre la Russie, elle perd en ayant fait un bon match. Il ne faut pas oublier qu'il y avait eu des soubresauts. Il ne faut pas oublier qu'ils avaient fait une mauvaise Coupe d'Afrique, qu'Henri Michel avait été écarté, qu'il y avait eu donc un entraîneur qui avait été mis au dernier moment, donc une préparation qui avait été un petit peu caroteuse. Voilà. Et puis, ne pas oublier que ces Tunisiens, arrivés en Coupe du Monde, c'était vraiment le petit pousset. Il faut oublier la valeur psychologique, l'enjeu que pouvait représenter une Coupe du Monde. Jouer la Russie au premier match, c'était compliqué. Hein. On ne peut pas dire que la Tunisie ait beaucoup de joueurs étrangers qui jouent à l'étranger, comme peut l'être par exemple l'Algérie. Je ne pense pas qu'ils aient fait des erreurs. Je pense que c'est lié à l'inexpérience. Un petit peu, vous pourriez me poser la même question, pourquoi la Côte d'Ivoire ne s'est pas qualifiée au premier tour les 2 précédentes Coupes du Monde? Parce qu'elle était dans un groupe relevé. Un groupe relevé, ça c'est vrai, mais il y avait aussi la naïveté. Pas la naïveté, mais bon, comment on calcule ça? Je ne sais pas, je n'ai pas les moyens de calculer l'inexpérience, mais l'équipe d'Algérie possède, c'est vrai, de grands joueurs qui sont de renommée mondiale et qui jouent dans les grands clubs, mais on peut dire aussi que c'est une équipe. Combien existe de joueurs de l'ancienne Coupe du Monde 2010? Il y en a 1 ou 2. C'est une équipe qui est complètement renouvelée, qui n'a aucune expérience. C'est une équipe qui a été rebâtie. Ils ont beau avoir des matchs européens, c'est une équipe toute jeune. Et elle va se sentir un peu isolée. Elle va être elle va être, en Brésil. Elle va être un peu dénudée finalement. Faut pas oublier. Vous prédisez un peu le même scénario que l'équipe d'Italie. Nous, on était chez nous. Faut pas oublier le côté, le fait d'avoir été à domicile. À domicile. Donc c'est un élément. D'où l'aspect psychologique, et je ne vais pas vous laisser continuer Farid, sinon je ne vais pas m'en sortir, d'où le grand aspect psychologique que doit avoir Vahid dans sa gestion du groupe. Il faut lui donner confiance, il faut peut-être leur inculquer quelque chose dans la tête qu'ils n'ont pas forcément, c'est-à-dire vous aussi pouvez passer au second tour. C'est cette force-là qu'il doit leur inculquer. On va y revenir pour la fin de l'émission, on y arrive bientôt. Mais on peut ne pas oublier non plus la responsabilité des joueurs, qui, eux, ont déjà cette capacité à résoudre les problèmes. Il y a effectivement le message que l'on attend, mais bon, un enjeu pareil, premier match contre la Belgique, on n'a pas besoin de motiver les joueurs, par exemple. On comprend qu'il faudra simplement donner aux joueurs les moyens de régler les solutions, d'avoir des solutions pour faire face aux problèmes qui vont être posés. Les problèmes seront décortiqués, on sait comment ça va jouer, on sait comment ça va aller vite, on sait que Hazard, on sait comment il pourra influencer le joueur, on connaît le rôle qu'auront les joueurs spécifiques, et il faudra trouver des moyens de donner des solutions. Et un joueur est en confiance quand il sait qu'il peut régler les conflits. C'est beaucoup plus mécaniquement que Vahid devra travailler pour bien décortiquer ce rapport de force et dire aux joueurs, on a les moyens de passer là, ils sont forts là, il faudra être fort, mais ils sont faibles là, il faudra qu'on soit fort. Donc prenez vos responsabilités, c'est ça, il faut qu'ils aient les épaules. Il ne faut pas oublier la part de responsabilité qu'ont les joueurs à traduire sur le terrain, ce qu'on attend d'eux. Ça me paraît élément. Alors, on va terminer avec la dernière rubrique de l'émission. Si je vous pose une question, quel est pour vous le meilleur numéro 10 en Algérie de l'histoire? Vous avez du temps, pas beaucoup de temps. Mon ami Farghani.
Il a été avec lui au mondial 82. À l'époque. Oui. C'était pas numéro 10. Oui, mais il y en a tellement eu. Il y a eu Tlemceni, on en parlait tout à l'heure. Avec Tlemceni, mais qui n'a peut-être pas. Ancien coéquipier à Rouen. Oui, qui n'a peut-être pas été reconnu ou utilisé dans. Voilà, mais il y a eu Belloumi, il y a eu. Oui, voilà, je vous arrête là. Je vous arrête là. Belloumi écrasait tout le monde. Écrasait tout le monde à l'époque. Voilà, mais bon, vous êtes mieux placé que moi déjà par rapport à la génération pour savoir que le football de l'époque de Belloumi n'est pas. Vous êtes plus jeune, c'est peut-être pour ça. Voilà. Donc vous avez la réponse. Voilà, alors justement, l'interview rétro, messieurs, de cette semaine, vous l'avez deviné, c'est celui qui a joué 2 phases finales consécutives de Coupe du Monde. Il a joué l'Espagne en 82, puis le Mexique et Guadalajara en 86. Il a notamment été un des meilleurs joueurs de la confrontation Algérie-Brésil de l'époque, que l'Algérie avait perdu un petit but à 0. Hawali Bessol, il est partout, hein, vous le savez, il est à Oran, il est à Alger, il est à Londres, il est à Porto. Cette fois-ci, il est parti à Oran à la rencontre de l'Akhdar Belloumi qui est en l'interview rétro de ce soir. L'Akhdar Belloumi, bonjour. Bonjour. L'Akhdar, voilà, vous avez participé à 2 Coupes du Monde, 82, 86. Vous avez marqué ce fameux but de la victoire contre l'Allemagne, l'ex-RFA. Racontez-nous comment vous avez préparé ce match, la veille du match contre la RFA. لا بريباسيون احنا الاهم الحاجه الشيء الوحيد اللي يعني عطانا فرصه يعني دخلنا ضد المانيا يعني عاديين هي لا بريباسيون. لا بريباسيون كيفاه ما كانتش يعني سبيسيالمون هي لا كونفرونتاسيون. كنا قبل نلعبوا الالمان تقريبا لعبنا واحد 15 مباراه على يعني وديه او نيفو كونت دي كلوب اترونجي كونت دي زيكيب ناسيونال لو بيرو اكسيتيرا يعني ريال مدريد فوالا ريال ليغلاند عقل يعني با مال دو ماتش ما كناش نحوسوا على النتيجه، ما كان النتيجه كانت تجي وحده، ولكن هذيك لا كونفرونتاسيون نهار جينا لالمان كي شغل ديال ندخلوا ماتش اميكال نورمال تلعب كونتر البيرو تكنيك مخيم الالمان في ذاك الوقت. Avec qui vous partagez la chambre à la veille du match? كنت ترقد وحدك ولا avec quelqu'un؟ يعني كل حنا كنت نرقد كنت الالمان سيتي افيك دحلب. بون السيد عندنا ذاك السيد خالف يعني هو اللي بارطاجي سيتي ان شاتو في شامبر دونك دار زوج كل بوست يعني دار فيه زوج لاعبين. Le même poste يحط les mêmes joueurs avec un joueur d'expérience ماشي برينسيبال نيميرو 10 ولا مي ستاد الميليو تيرا مع بعض لي زاتاكون مع بعض فوالا هذه داخله في التنظيم داخله في لا بريباراسيون بسيكولوجي كي يرقدوا مع بعض يعرفوا كيفاه نعيش مع بعض نعرف كيف في التيرا سي لا ميم شوز. Lorsque vous avez marqué ce but avec du plat du pied, et on connaît la valeur qu'a le plat du pied, parce que et sans voir, et sans voir, voilà. Vous l'avez mis sans voir, voilà, les yeux fermés, vous l'avez mis. Voilà, qu'avez-vous ressenti à ce moment? Bien sûr, c'est une victoire historique, histoire pour le citoyen. Au moment du but, vous avez cru que vous avez marqué, ça y est? C'était la victoire. Qu'est-ce qu'il est passé dans votre tête? sur la preuve راحت للببليك كان au milieu là c'était pour on jouait à l'époque c'était pour l'Algérie pour le public pour le drapeau etc. On vous avez fait toute une chevauchée, vous avez traversé parce qu'il y avait le groupe تاعنا les Algériens au milieu du terrain donc c'était en face au tribune رحت لهم ديريكتومون اليوم احنا نلعبوا سي pour faire plaisir aux gens pour هذا هو الصح. Mais en ce moment-là même Ben Johnson وما يلحقش 100 mètres parce que Ben Saoula on l'a vu en train de bien sûr après la victoire oui c'est vrai واحد l'exécution de la vitesse هذوك ما تقدرش c'est vrai. Très bien. Qui voyez-vous meneur de jeu? On a ramené Taider, on a... سي جوار عندهم امكانيات كما لاحظنا الانديه تاعهم يلعبوا لاباس بهم اللي راهم يشاركوا على كل حال ولكن تشوف ما كاش يعني منور دو جو سيتو لا دينيير باس ماش كاينه راهي كاينه دروك هو على كل حال اللعب دروك ماش كيما بكري كان تكنا لو دينيير باس بكري فوالا طور اللعب طور الاجنحه سليماني دائما بالك شو اللي ترو ايزولي يلعب بنفسه السوداني يرجع لورا يدير له اوفرتير دونك بور اون ايكيب ناسيونال لازم كي ديروا اوفرتير او موان زوج يكونوا دوفون لي بوا حنا نشوفوا سليماني وحده ايزولي كاع Akhdar Belloumi, merci beaucoup.
L'Akhdar Belloumi dans l'interview rétro, signé comme à chaque fois Hawari Bessour. On arrive à la fin de cette émission et je vais laisser l'avant-dernière parole à Faïd Saada. Peut-être qu'il a une question. Oui, j'ai une question à monsieur Philippe Troussier. Il peut y répondre parce qu'il a plusieurs casquettes à même de lui permettre de répondre à cette question. Vous avez été sélectionneur dans plusieurs sélections africaine, en Afrique. Vous avez été sélectionneur en Coupe du Monde. Vous avez été sélectionneur du Maroc. Le Maroc est un voisin de l'Algérie avec les mêmes coutumes, la même mentalité. Vous résidez actuellement au Maroc, donc vous connaissez la mentalité des Marocains, donc celle des Algériens. Comment motiver les Algériens pour la Coupe du Monde? Est-ce qu'il faut les prendre par l'affectif? Parce que beaucoup de gens disent que les Maghrébins en général et les Algériens en particulier peuvent être motivés par l'affectif. Je crois qu'il faut trouver un équilibre. L'affectif, si vous voulez, c'est la partie qu'on se réserve, je dirais, en dehors de la partie mécanique. C'est-à-dire que c'est la partie un peu plus humaine. C'est-à-dire la partie où on peut booster quelqu'un, on peut le rassurer, on peut le remettre en confiance. Donc c'est vrai que cet aspect affectif, les joueurs maghrébins, comme les joueurs français d'ailleurs, puisque j'ai découvert cet aspect-là quand j'étais en France, ils ont besoin de savoir qu'on les considère, qu'on les aime. Et lorsqu'ils ressentent ce sentiment, ils sont prêts à tout donner. Parce en retour. Alors, ce n'est pas facile à effectuer parce que quand vous êtes sélectionneur, vous tissez une relation donc affective pour le mettre en confiance, puis au même moment, vous pouvez être confronté à ne pas le faire jouer. Donc, une espèce de traîtrise qui peut être ressentie du côté du joueur. Alors, ce problème-là, on ne l'a pas du tout en Asie parce que là, il n'y a pas du tout de relation affective. Donc, voilà, tu joues pas. Le gars qui joue pas, il sait que c'est un processus qui appartient à son métier et on n'a pas besoin de lui dire qu'éventuellement, la semaine prochaine, il jouera. Donc, c'est beaucoup moins chargé psychologiquement. Moi, quand on est entraîneur, je dors les 4 yeux tranquilles sur mon oreiller, alors que quand je suis en France, je dors les yeux ouverts parce que je me dis, mais comment il va prendre cette relation? Donc, je pense que la meilleure façon, c'est d'être le plus professionnel possible, d'essayer que les choix de l'entraîneur soient les plus objectifs possibles en regard du rapport de force qui sera le jour du match, et que chaque joueur fasse l'effort de dire qu'il est parti dans une campagne de 3 matchs. Au bout de ces 3 matchs, il peut y avoir une qualification pour le second tour, et que chacun devra faire l'effort d'être disponible lorsque l'entraîneur l'appellera, et que chaque joueur aura la charge de renforcer le groupe lorsqu'il ne sera pas choisi. Je pense que c'est un effort beaucoup plus du côté du joueur que d'essayer de trouver des mots du côté de l'entraîneur, en sachant que la loi du jeu, s'il y en a 11 qui commencent, il y en a 3 qui peuvent terminer le match et qu'il y en a une bonne partie qui ne joueront pas le match. Et c'est ça la force de l'équipe nationale. Voilà, pour terminer, merci messieurs d'avoir été avec nous ce soir. Merci à vous, Philippe Troussier, d'avoir accepté notre invitation. Dernière question, vous serez où pendant la Coupe du Monde? Alors j'ai plusieurs possibilités, mais normalement je serai au Japon avec une télé japonaise pour couvrir le mondial. Si vous faites un petit tour du côté du Brésil, vous viendrez à Del Rio, qui écoutez, sera au Brésil. Ça sera avec un grand plaisir et puis surtout, je serai à l'écoute des résultats des Fenech. La porte est ouverte, celle de Del Rio. Comment vous appelez du côté du Japon? Philippe San? Philippe San. Philippe San. Et en Afrique? Le sorcier blanc. Partout? Même bien sûr. Le sorcier blanc, il est né en Côte d'Ivoire, il va mourir sur un stade. Mohamed Raouraoua peut vous appeler maintenant? Ah oui, mais vous êtes disponible? Il peut m'appeler parce que, comme je vous l'ai dit en début d'émission, c'est quelqu'un que je respecte beaucoup. On n'en a pas beaucoup parlé de lui aujourd'hui, mais il faut quand même noter que par sa forte personnalité, parce qu'on parlait de la psychologie pour gérer les joueurs algériens, mais gérer une fédération en Algérie, gérer le football algérien, mettre en place des infrastructures, des structures, et puis faire que l'équipe nationale se qualifie pour la 2e fois pour un mondial, je pense qu'il en a une grande responsabilité. On a une grande nation de football, on a un grand sélectionneur devant nous, comme parlait de destinée et de destin, qui sait, peut-être que l'avenir nous dira s'il aura l'occasion de travailler avec l'Algérie. Merci à tous, merci Philippe San d'avoir accepté notre invitation. Ici, on vous appellera beaucoup plus le sorcier blanc que Philippe San. On est africain et dans le sang et dans le football également. Merci également aux jeunes du Paradou Athletic Club qui sont derrière moi et qui vont s'applaudir avant la fin de cette émission. Allez-y, applaudissez, même s'ils ont eu un petit entraînement aujourd'hui. Merci au président Zotchi, merci à vous de votre fidélité qui nous suivez à chaque fois sur ce vol Del Rio. Je vous donne rendez-vous dans une quinzaine de jours, peut-être
un petit peu plus avec d'autres surprises, d'autres voyages, d'autres reportages. Et bien sûr, on accompagnera notre sélection jusqu'à cette fatidique date, je le rappelle, du 17 juin. C'est le jour où l'Algérie entamera sa Coupe du Monde face à la Belgique. Merci messieurs, merci à vous d'être avec nous. Et on se retrouve au prochain numéro. Bonsoir. Go away. Thank you, Dario, for visiting Watford.